paroles véritables. Et en fait, on se retrouve dans le studio de Jay-Z, de Just Blaze ou Baseline. C'est avant que ça ferme en plus. Et donc, du coup, on fait les photos en baseline. Baseline, c'est tout petit, c'est tout pourri. La seule truc qu'il y a, c'est une grande salle avec une table de billard. Sauf que quand on arrive, il y a quand même de la presse anglaise et allemande avec nous, tu vois. Et donc, ils ont voulu faire ça bien, en mode Rockefeller, tout ça. Il y a un buffet de malade mental. Il y a la mère de Lenny S ou la tante de Lenny S qui a ramené de la bouffe cubaine. Un truc trop bon. Et les gens, ils sont là tout timides. Et les gens, ils nous disent, allez-y manger, tu vois. Sauf que Jay, il est là, il prend son assiette, il bouffe. Et donc, je vais le voir. Et moi, là, comme ça, avec sa petite voix, il me fait, how you doing, man? Et j'ai dit, cool. Mais moi, au début, je me dis, il le fait par complaisance de politesse, quoi, tu vois. Et je lui dis, je suis cool et tout. Il me fait, je lui fais, mais tu sais qu'on a déjà... Il me fait, non, I know you are. Comme ça, il me fait, ouais, je sais qui t'es. Je fais, non, mais trop fort. Parce que la manière dont il le dit, c'est genre en mode parrain, c'est comme s'il avait étudié le CV de tous les gars qui allaient être là. Mais ils font souvent ça, ouais. Qui venaient l'interviewer et tout ça et tout, tu vois. Il me dit, non, I know exactly who you are et tout. Et on se met à discuter. Et je me mets à discuter, à la converse avec Jay-Z à la cool comme ça. Bon, après, je vais pas raconter qu'on n'a pas discuté pendant 3 heures. Non, c'est genre ça a duré 5 minutes, mais déjà 5 minutes, c'était cool, tu vois. Et donc, il fait le truc, donc les interviews, les machins, ça enchaîne et ça, il déteste les photos, il aime pas les photos. Il fait son interview très promo, très classique, très complaisant, tu vois. Et donc, on vient en faire les photos. Là, je lui explique, je lui fais, bon, voilà, ok, je sais que j'ai un quart d'heure, mais il faut que je t'explique, je fais 2 couvertures de 2 magazines. Et je lui explique pas que c'est dans la même société d'édition, mais je lui dis, c'est 2 magazines différents. Il me dit, ah, vas-y, t'inquiète et tout. Et donc, on fait les taufs, sauf qu'il y a son attaché de presse, l'homme le plus relou de la Terre, parce que c'est toujours les satellites qui foutent la merde, c'est jamais les artistes. Les artistes sont toujours cool, management, c'est entre les deux, mais toujours cool, mais c'est toujours eux qui mettent la pression à la maison de disques. Et le mec, pendant que je shoot, il me tape sur l'épaule comme ça. Il me dit, ok, c'est cool, ça y est. Je dis, mais non, pas ça y est, qu'est-ce que tu me... Et je shoot, tu vois. Et Jay-Z, qui est cool, qui se laisse faire, après, qui fume son cigare, qui commence à jouer au billard. Et là, je commence à shooter. Et moi, j'ai qu'une source lumineuse, donc il faut que je fasse vraiment gaffe, tu vois. Et donc, je me mets à shooter le truc. Et puis, j'enlève le... En fait, si tu veux, sur les appareils moyen format, tu as ce qu'on appelle le dos. C'est le dos dans lequel tu loads ton film, tu vois. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, mais ça, c'est des trucs de rookie, quoi. Et tu oublies de mettre le film. Et moi, j'avais 2-3 rouleaux de côté. J'avais 2-3 dos de côté, comme ça. Et donc, j'en avais déjà shooté 2. Je vais pas mettre le 3e, sauf que le 3e n'était pas loadé. Et pourquoi ? Parce que le mec me stressait tellement que j'avais pas eu le temps de vérifier si j'avais enlevé le film et remis un autre, tu vois. Ouais. Et donc, c'était le meilleur moment. C'était Jay-Z avec le cigare dans la bouche, en train de taper le billard et tout. Les photos, elles auraient été, mais je me bouffe les doigts, quoi, tu vois. Et puis, j'arrive au labo, je lui dis, mais il me manque des planches contact, elle est où la planche où il joue le billard? Il fait, non, tu nous as donné 6 pellicules, on a 6 pellicules. Et toi, je me rends compte qu'en fait, j'avais pas mis de film dans le truc, j'étais trop vénère. Mais bon. Bon, c'est l'histoire qui veut ça, c'est les photos à fond dans ta tête. Ne bouge pas. Parce qu'on parlait de Wishing on the Star. Ouais. Sachant que sur ce vinyle-là, la face B, c'est Imaginary Player. C'est sur quel album? Volume 1. 97. C'est l'album juste après. Voilà. Et c'est l'album où il y a une grosse influence Bad Boy. Ouais. Si ce n'est même l'influence de Biggie Small. Non, pas Bad Boy, en vrai. Mais vas-y, continue. Mais bon, moi, plus je prends la pochette Shiny Sue, pour moi, c'est Bad Boy. Ouais, parce que les Shiny Sue, à cette époque-là, et puis 97. Pourquoi je dis ça? Parce que 97 aussi, c'est la mort de Biggie. Ouais. Flexta n'est pas au courant. Il faut lui dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Biggie? En fait... Tu n'es pas au courant. Moi, je suis comme vous. Ok. T'as des surprises, ok. En fait, 2 semaines avant le décès de Biggie, Olivier Cachin part avec Xavier Denot pour couvrir un film qui est sorti chez Def Jam qui s'appelle... Ok, donc là, j'ai une perte de mémoire. Et le soir de ce film-là, donc t'as tout le monde, t'as Wu-Tang dans le film, Redman, enfin t'as tous les artistes de Def Jam, mais Biggie est présent à la soirée. Xavier y va et donc il voit Biggie Small dingue en jogging taquini incroyable, mortel, lunettes Gucci et tout, et lui dit est-ce que je peux faire une photo. Il avait à l'époque on appelait ça une savonnette, c'est-à-dire qu'on avait toujours un petit appareil photo sur nous, pellicule.
C'est important de le préciser. Et toujours un truc, et paf, tu dégaines. Et Biggie le regarde comme ça, il fait une. Et Xav, il sort son truc, il sort un cliché, paf, et il en fait une deuxième. Et là, Biggie se vénère, il dit, je t'avais dit une photo. Comme ça. Il rentre à Paris, ça c'est l'anecdote. Hein. Il rentre à Paris, et quelques jours après, on nous dit, Biggie est en promo à Londres pour Life After Death. Est-ce que t'as compris? Est-ce que t'as compris? On fait la couve de l'affiche avec Biggie. Vous êtes le seul magazine en France à partir. Est-ce que t'as compris? Il dit à Olivier, envoie Armen, parce que ça fait 3 jours, même pas. S'il me reconnaît, ça va mal se passer. Il faut que les photos soient belles. T'envoies Armen. Et donc, c'est moi qui est censé faire la couve de l'affiche, quand même, avec Biggie Small. Je peux te dire que je fais des saltos arrière, saltos grillés, comme un ouf, tu vois. Bah, tu m'étonnes. Et donc, je suis dans le taxi, je vais à l'aéroport, téléphone sonne, Olivier qui me dit fais demi-tour, il a été tué hier soir. Frérot, parole véritable. Arménie Blanco, c'est lui qui parle. Ah, c'est chaud. DJ de Fox Flexstar. Ah, c'est chaud. Je t'ai dit. Moi, je suis un mec mais de Biggie de ouf. Frérot. Ah ouais. Mais c'est l'histoire qu'on raconte tout le temps. Londres. Ouais, j'ai compris que Londres, soit, oui. Pas, ouais. C'était soit Londres, soit LA. Non, il était à LA. Il était à LA à la fin, parti. De base, il devait pas aller à LA, il devait aller à Londres. Il devait aller à Londres. Et il était à LA pour le tournage de Hypnotize, pour les machins et tout. Voilà, exactement. Sauf qu'il devait quand même voyager à Londres, qu'il avait décidé d'annuler la pro. Mais ça, je l'ai appris après, tu sais quoi? Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je l'ai appris en voyant le film, Notorious. Dans le film, il dit à Puff, j'annule la promo à Londres. Je la fais pas. Donc de toute façon, j'y serais allé pour rien. Mais j'y allais, quoi. Tu vois. Incroyable. Et le truc, c'est le destin du hip-hop, c'est. Bon, après, c'est en pleine guerre, East Coast, West Coast, tous ces trucs-là. mais bon, j'étais dégoûté. Hein. Bah, dans ma vie, de toute façon, tous les gens que j'ai voulu prendre en photo. C'est là où je voulais en venir. Il faut lui dire, il n'est pas au courant. Il faut leur dire. Big Punisher fait de la promo à Amsterdam. Je sais pas ce qui se passe entre BMG et l'affiche. Ils sont en bif. Ils envoient tous les magazines, sauf nous. Oh shit. Big Punisher, sache que c'est mon rappeur préféré. Mais quand je te dis mon rappeur préféré, c'est dans mon top 5 des rappeurs, il y a Big Punisher. Ok. Tu vois. Bon, faut envoyer les Quinté. Voilà. J'ai un problème avec ça. Parce que moi, j'ai trop vécu pour pouvoir te faire un quintet. Pourquoi? C'est trop large. Parce que je peux te faire un quintet 80, 90, 2000. Mais je peux pas te faire un quintet. 90. 90, Big Daddy Kane, Kool G-Rap, Big Punisher, Notorious Big, Jay-Z. Mais attention, 2000, Jay-Z, il est quand même dedans. T'es obligé jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Merde, j'ai oublié Slick Rick. Alors attends, qu'est-ce que j'avais dit? Non, mais Slick Rick, c'est déjà fin 80. Ouais, 80. Mais bon, t'es obligé parce que Slick Rick, c'est le plus grand, c'est celui qui influence Snoop et des Nas, avec Kool G-Rap. Et 2000, je vais te mettre Jay-Z, t'avais dit en premier. Jay-Z, Drake. Ça, c'est plus 2010. Ouais, mais c'est fin 2000, ouais. Fin 2000, c'est 2000, ouais. Tu vois. Les années 2000, Big Punisher. Encore en 2000? Ouais. Okay. Parce que le deuxième, il sort en 2000. Le deuxième, il sort en 2000. Mais pour pas l'avoir mis dans le 90, pourquoi? Parce que t'as le début des années 90 et la fin des 90. Ouais. Et il y a une scission début des années 90 de ce qui se passe avec la fin des années 90. Mais toute la fin des années 90, Mobb Deep, Nas, prends n'importe quel rappeur lyrical, ses influences, c'est fin 80, début 90. Ouais. C'est J-Rap, Big Daddy Kane, Rakim. Cherche pas les trois. C'est clair, mais de toute façon, nous, voilà. Donc 2000, je suis obligé de mettre... donc j'ai dit Jay-Z, Drake. J'avais dit Big Punisher, même si c'est pareil, c'est un gap de deux, mais quand même. C'est compliqué. Il y a Travis Scott dedans, il sera en dernier. Ok. Pour ce qu'il a apporté musicalement après. Quoi, le changement, tout ça, ok. Donc Jay-Z, j'ai dit Big Pun. Drake, Travis Scott en dernier. Merde, qui ça, tu mets pas un 50, tu mets pas un Wayne, tu mets pas un Eminem, tu mets pas... C'est ça, mon problème, c'est ça. C'est qu'il s'est battu entre 50, dans ma tête, c'est 50 et Eminem. En fait, je ne peux pas mettre Eminem. Parce qu'Eminem, il est fort, mais c'est pas un mec qui m'a influencé autant. Okay, je comprends. Et 50, le souci, c'est que moi, j'ai commencé à kiffer 50 dans les mixtapes, jusqu'à Get Rich or Die Trying. Et après, j'ai commencé à plus autant l'aimer que ça. Tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai le premier album de 50 que personne ne sait. Power of Dollar.
qui sort chez Columbia, produit par Hitmakers. Trackmaster. Trackmaster, ouais, merci. Ouais. Donc déjà, nous, on connaît 50 à ce moment-là avec Brian XJR, tu vois. Donc moi, j'aime ce 50-là. Donc effectivement, ouais, je suis obligé de te mettre 50. Voilà, bon, alors je mettrai 50. Mais je suis obligé de mettre Travis Scott pour la nouvelle école. Il y en aurait pu avoir d'autres, mais je pense que Travis, c'est quand même le gars qui symbolise un petit peu. Il aurait pu avoir Young Thug, il aurait pu avoir d'autres gars. Mais je pense que Travis, il a une manière d'écrire qui est très particulière, qui est un peu plus profonde que juste je bois du lean, je me fonds les putes, les voitures, l'argent et tout ça. Surtout un univers riche, un vrai univers complet, etc. Et Drake, parce que Drake, encore aujourd'hui, c'est lui qui le contrôle, quoi. Tu vois, puis c'est vrai qu'il est fort, faut dire ce qu'il est. Mais voilà, donc tu vois, je suis obligé de faire dans des décennies, tu vois. De la même manière qu'on n'a pas fait années 80, mais années 80, il y aurait eu J-Rap déjà, il y aurait eu Rakim sur la fin, il y aurait eu Kool Modi, il y aurait eu Spoonie G, il y aurait eu des gars comme ça, tu vois, des gars qu'il faut écouter. En fait, si tu veux, toutes ces années influent la décennie d'après. Il y a un cheminement. Tu peux pas faire un top 5, c'est pratiquement impossible, quoi, tu vois. Non, mais ça, c'est un exercice un peu contraignant qu'on met juste pour rigoler. Non, mais je l'ai, le truc, si tu veux, tu vois. Mais c'est vachement compliqué de faire ça, même en France, en vérité. Tu vois. Big Pun Amsterdam. Et donc, Big Pun Amsterdam, tout le monde part sauf moi. Je suis dégoûté. Et la seule chose que j'ai, c'est mon pote Willy qui m'a fait un portrait qu'il m'a donné, qui est imprimé, que j'ai. Incroyable. Ton rappeur préféré, tu fais pas pour des beats, non, mais attends, et tout. Notorious Big, mon rappeur préféré, je le fais pas. Big Pun, je le fais pas. Big L, je traîne avec lui. Je vais chez Rocus tout le temps, parce qu'à l'époque, il y avait un Français qui s'appelait Arnaud, qui bossait chez Rocus. Donc, on faisait qui on voulait, quand on voulait, machin, nanan. Je fais pas Big L. Bref, il est mort. Nipsey Hussle, je pars à Los Angeles. Je travaille avec un artiste, un jeune artiste que personne ne connaît, qui s'appelle Young Brody. Tu connais Jet Life, bien sûr. Il a fait des choses. Mais toi... Ça, c'est pour le Bougardo. Attends, j'ai pas tiré. Elle est là, la caméra. Bam. Non, Young Brody, bien sûr. Bon, et Young Brody, c'est le meilleur ami de Nipsey. Ouais. Je pars avec mon pote, on va à Los Angeles, je tourne un clip là-bas, on en reparlera après de ça, mais je tourne un clip là-bas et j'en profite, je fais des photos avec Brody, on fait une interview de lui pour BET, un truc qui n'a rien à voir, qu'on greffe par-dessus, et qui est en studio avec Brody, Nipsey. Et moi, je me connecte avec Nip, on commence à bien chiller et tout, et il me dit, écoute, je suis à New York, dès que je suis à New York, je t'appelle, on échange les trucs, Ah non, ça va pas être dans ça, bon. Je peux pas me le raconter. On s'échange des messages et tout. Il me dit, je serai là à New York, machin, nanana. On se parle, on fera les photos. Et donc, il vient à New York. Je vais à son hôtel, on boit des coups. Et je lui dis, tu sais quoi, c'est horrible, je peux pas faire des photos de toi à New York, ça a aucun sens. T'es un gars d'LA, tu vois. C'est dans ton environnement. Je dis, la prochaine fois que je viens à Los Angeles, on fait des photos ensemble. Et il apprécie ça. C'est-à-dire qu'il apprécie le fait que j'aurais pu, tu vois, faire des photos. Univers, je peux faire un portrait de dingue de lui, je fais un fond tout uni, j'arrive avec des lumières, tout sera super beau. Mais dans ma tête, j'avais toujours ce truc de faire les gens chez eux, tu vois. Ouais. Et donc je dis, écoute, je vais aller à Los Angeles, c'est sûr, je vais bien finir par y retourner, j'ai ma boîte qui me représente pour les clips là-bas, je vais y aller, on fera des photos ensemble. Et puis ça s'est jamais fait, les années sont passées, et Nipsey est mort. Que des trucs comme ça, tu vois. Et il y a des gens que j'ai pas pris en photo qui sont encore en vie. J'ai jamais pris Dre, j'ai jamais pris Snoop, j'aurais adoré les prendre en photo, tu vois. Il y a plein de gens comme ça, j'ai jamais pris Rakim en photo, Big Daddy Kane. J'avais tout un truc de prévu avec tous les OG comme ça. Je voulais prendre Biz Markie, Big Daddy Kane, Slick Rick, Rakim, tout ça ensemble. Et j'avais un concept bien précis. J'avais appelé les managers, je devais le faire pour un magazine de mode à la place. Sauf qu'en fait, ça n'a pas pu se faire parce que quand Big Daddy Kane a explosé, il a fait une séance photo avec Madonna, qu'il a regretté toute sa vie de faire. Et donc, du coup, si tu peux pas lui dire fashion, parce que pour lui, c'est ridicule. C'est ça, bah oui. Et donc, du coup, ça a traîné. J'ai jamais pu faire ce shoot et maintenant, je suis plus à New York. Mais bon, voilà. Quoi. Tu vois, les OG comme ça, parce que moi, j'ai vécu ce truc, pour moi, c'est des. Mais c'est vrai, ça, c'est les. Bon, J-Rap, je l'ai pris en photo, heureusement. Tu vois, il y avait quand même des mecs que j'ai pris en photo. Que tu as réussi à avoir. Et de toute façon, voilà, ton CV montre que tu en as fait beaucoup d'autres. Mais de toute façon. Par rapport à tes contemporains, moi, je voyais bien... Alors, je ne vais pas le formuler comme ça. J'allais dire que tu es sa version française, mais en réalité, il est lui et toi, t'es toi. Mais clairement, le mec qui est dans ta cour, que tu regardes dans les yeux, à cette époque-là, c'est Jonathan Mannion.
que je connais très bien. Ouais, c'est parce que Avec qui je suis très pote. en termes de notoriété, de plug, de variété de photos, de trucs, il y a Shimodu qui faisait encore autre chose, paix à son âme. Paix à son âme, ouais. Paix à son âme. Mais voilà, c'est clairement du Magnon. Nous, on sait qu'on a notre version de Jonathan Shimodu, Magnon. le truc, c'est que Shimodu, il prend tout le monde. En fait, le problème, c'est que tout le monde regarde Magnon. Voilà, tout le monde regarde Magnon parce que c'est vrai qu'effectivement, à un moment, quand c'est Def Jam, c'est lui qui fait toutes les pochettes. Et puis c'est DMX, c'est Jay-Z, c'est Ja Rule, tu vois, c'est Redman. Enfin, non, pas Redman, mais c'est plus tous les magazines, c'est XXL et tous ces trucs-là. Mais à cette époque-là, ce qu'on ne rend pas compte, c'est qu'il y a énormément d'autres photographes qui shootent tout autant que lui. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas autant exposés que Magnon et ils n'ont pas le truc que Magnon a, c'est-à-dire savoir se vendre. Mais Chi, il couvre une scène, c'est lui qui fait les premières photos de Tupac, tu vois, les photos du Wu-Tang, c'est Shimodu, les photos de Mobb Deep, c'est Shimodu, tu vois, il y a quand même plein de gars comme ça. Daniel Hastings, personne n'en parle. Daniel Hastings, c'est le mec qui fait la pochette de Blasé Blasé, les pochettes de Jeru Zamaja, la pochette de Eminem, la pochette de Wu-Tang, 36 Chambers, la pochette de Only Been for Cuban Link qui est derrière toi, c'est Daniel Hastings. Pour moi, Daniel Hastings m'influence beaucoup plus dans la photographie que Magnon. Pourquoi ? Parce que moi, je suis la génération de Magnon. Donc moi, quand Magnon... En fait, c'est ton collègue en vérité. C'est pour ça que je dis que tu vois ce que tu veux dire. C'est ça, c'est ton collègue. Et que vous regardez dans les yeux. Quand on fait des expositions liées à des bouquins, c'est Magnon et moi. Tu vois, on a fini par devenir très potes. On est potes, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pas son passé. Je peux pas me comparer à lui. Parce que malgré tout, historiquement, ce qu'il a shooté, c'est d'un level... Même si tu te dis, ouais, mais toi, en rap français, tu as fait l'équivalent d'un Jay-Z qui pourrait être Booba, entre guillemets. C'est vrai, mais ça n'a pas l'impact mondial de ces photos. Tu vois, quand il fait Blood of My Blood, Flesh of My Flesh de DMX, c'est une séance de photos. Elle ne fait que d'être reprise tout le temps, tu vois. Donc, je peux pas... Oui, contemporaine, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je peux pas me comparer à Magnon. Magnon est comme un level au-dessus, tu vois. Alors... c'est même pas pour rentrer dans une guerre de je sais pas quoi, l'un est meilleur que l'autre ou je sais pas quoi, mais avec les mêmes ressources que lui, je pense que tu aurais fait exactement le même travail, peut-être même mieux. Toi, lui, c'est très axé pochette. C'est pas très mieux, axé mais j'aurais pochette. pu être un concurrent, par exemple. Tu vois, je sais que l'histoire de Jay-Z, si j'avais été à New York, peut-être que c'est moi qui aurais fini par shooter Jay-Z. Tu sais, à un moment, Magnon, il shoot plus Jay-Z. C'est Anthony Mandler qui shoot Jay-Z. Pourquoi ? Parce qu'Anthony fait ses clips. Et Anthony, c'est sa boîte de production qui me représentait à Los Angeles, tu vois. Donc oui, enfin, il y a tout ça, il y a toute cette émulsion-là. Eminem, quand il vient en France, on fait des photos ensemble. Le management et son tour manager me kiffent tellement qu'ils veulent que ce soit moi qui shoot Marshall Mathers, le deuxième album, dans les catacombes à Paris. Et ça, c'est jamais fait. Mais c'est Magnon qui shoot cette pochette-là. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'au final, si j'avais été aux États-Unis plus tôt, peut-être que... Mais je ne peux pas le savoir, en vérité. Je ne peux pas le savoir. Et puis, je n'avais pas le level que j'ai eu par la suite. Magnon, il était déjà très doué dès le début. Pourquoi ? Parce que c'était l'assistant photo de Richard Avedon, qui est un des plus grands photographes de l'histoire de la photographie. Tu vois, si tu dois citer 2 photographes sur lesquels tu dois regarder leurs travaux, c'est Helmut Newton, Richard Avedon. Richard Avedon pour les portraits, c'est la lumière, c'est une technique, c'est super fort. Et Magnon, c'était son assistant. Moi, j'étais assistant de personne. Donc, lui, il avait une technique que moi, je n'avais pas déjà à la base. Tu vois. Après, en termes d'aller au taquet, faire des portraits, faire des photos qui marquent, oui, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas pour abaisser mon travail, c'est juste qu'après, il faut dire les vérités. Tu vois, ça ne sert à rien de se la raconter, mais il est vrai qu'à partir du début 2000, oui. Tu nous mets tous les deux face à face, j'ai perdu personne, moi. C'est là où tu battle. Non, mais exactement. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le cercle en face d'un gars qui va me sortir une face, qui va me plier en mille. Quand toi, tu sais que tu ne l'as pas, par contre, tu t'entraînes. Et quand tu es assez confiant, tu sais que tu vas aller te présenter, te confronter. C'est dans ce sens-là que je le dis, c'est vraiment pour... vous rendre hommage à tous les deux parce que mais Magnon c'est mon gars de ouf, mais c'est non mais de toute façon on kiffe tout à fait tout, mais c'est important parce que ça c'est des visuels qui ont fait grandir la culture et nous on est des enfants de cette culture, ça a fait grandir tout ça visuellement. La seule différence entre Magnon et moi, c'est que Magnon n'a jamais réussi à être réalisateur, moi je l'étais. C'est ça, faut qu'on y vient tout de suite. Mais il a fait des clips, il a même fait des clips pour des Français. Mais par contre, il a fait 2-3 clips, tu vois, il a fait un clip pour Off, il a fait des clips pour ça, mais aux US, il n'a jamais réussi à faire des clips. Jamais.
Alors que moi. Pourtant, il avait le carnet d'adresse, tout le truc. Donc, Oui, grave. Alors que toi, Alors, voilà, est-ce que c'est parce qu'aux US, ils aimaient pas ça? J'en sais rien, tu vois. Mais moi, j'avais déjà ça. J'avais ce bagage en plus que lui n'avait pas, tu vois. Sachant que les clips, tu as fait des clips pour des rappeurs, même pour des chanteurs et des chanteuses R&B aussi. Ouais. Et T'as Zouk, vraiment. Ah ouais. Père Lama. Mais comment, Ouais, par là-bas, ouais. comment C'est passer beaucoup en fait de la photographie Comment j'ai passer vu, de la apparemment. photographie au clip comme ça? Bah, c'est un parcours un peu naturel. Si tu es quelqu'un qui cherche tout le temps à évoluer, tu vas vouloir que. Et puis, en vérité, c'est que c'était un parcours naturel à ce moment-là aussi. Tu avais beaucoup de mecs qui venaient de la photographie, qui finissaient dans le clip. Jean-Baptiste Mondino, Seb Janiak, c'est Naoui, tu vois, plein de gens. Je te parle de gens qui ont aussi fait des clips dans le rap. Ouais. Premier clip de rap français, Jean-Baptiste Mondino, là, dans ce démo quand même. Avant MC Solar, avant tout le monde. Je suis un peu gauche, tu es maladroit. You want me to suck your what? Mondino, c'est ce que j'appelle mon mentor spirituel. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a shooté de la mode, de la beauté, de la musique, qui a fait des pochettes de disques magnifiques, Opéra Puccino entre autres, mais pour ceux qui ne connaissent pas qui est Mondino, NTM, il a shooté tout le monde, tu vois. Et par contre, aujourd'hui, toutes les pubs Saint-Laurent, c'est Mondino, Chanel, pas Saint-Laurent, c'est Mondino, plein de choses comme ça. Sednaoui, il a fait le Monde de demain d'NTM, il a fait tous les clips d'MC Solar, c'est aussi un photographe. Janiak, aussi clip d'NTM, c'est lui qui a fait tout le Paris sous les bombes, le court-métrage, photographe, tu vois, mais c'est des mecs qui venaient de la mode, qui venaient de l'art. Qui avait déjà le Realize. Ouais. Ouais, Donc, si tu veux, moi, c'est des gens que je regarde et que j'admire aussi. Pourquoi? Parce que déjà, Mondino, j'ai une carrière qui est très similaire à la sienne, sauf que malheureusement, elle n'a pas eu autant de succès. Mais Mondino est en France et se fait chier. Il fait des photos, excusez-moi du terme, mais il fait des photos d'artistes, il fait des trucs, mais il pète pas. Et il part aux US. Aux US, il se connecte avec Madonna, avec Prince. Il shoot des clips pour Madonna, pour Prince. Il revient en France. À l'époque, on avait des scopitones en France, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelait des clips vidéo où tu étais en studio, où le mec performait comme s'il était à la télé. Lui, il ramène le concept du clip quand même, avec une histoire, avec de l'esthétique et tout ça. Il monte une boîte de prod qui s'appelle Bandit. Et mon premier clip, qui est ce clip que j'ai fait avec Xavier Denot, qui est Les Jeunes de l'Univers, de Roca, Oh là on là le fait là chez là. Bandit. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Je représente, nous représentons. Incroyable. Classique. Parole Classique. véritable. Classique. Les jeunes de l'univers. Ce message Classique. universel. Je représente, nous représentons. Ah ouais, ok, c'est toi qui fais ce Classique. clip-là. C'est mon premier clip. Ouais. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Arsenal donc, sont en licence chez Barclay. Roca sort son album en licence chez Barclay, sauf que les jeunes de l'univers pètent le score à Skyrock. Parce que ça tombe au moment où, tu sais, il y avait l'histoire des quotas, où les radios françaises étaient obligées de passer Exact. plus de 50% de musique française. Musique française, exact. Et donc, du coup, arrivent les jeunes de l'univers. Mais les jeunes de l'univers, c'est écrit comme Survival of the Fittest de Mobb Deep. Hein. C'était pas un truc qui était voué à être un succès commercial. Sauf que c'est un succès Ça commercial. C'est quand même le seul premier album semi-indépendant, puisqu'il était en licence. Au cas, on ne sait pas, mais il est disque d'or à ce moment-là. C'est Bien sûr. 100 000 le disque d'or. Hein. Bien sûr. C'est pas 50 000 ou 30 000, tu vois. Et donc, du coup, on doit faire le clip. Tout le monde écrit. Donc, tous les gens connus sur la place de Paris crient. Et Brian et Chimiste me disent mais non, mais on n'a que des scénarios de merde, on veut pas, c'est pas l'image qu'on veut, tu fais le clip. Je dis mais moi j'ai jamais fait de clip de ma vie. Barclay veulent pas que je fasse le clip, c'est la guerre totale. Et à ce moment-là, Xavier, donc mon binôme, lui venait de faire le clip de Viens voir le docteur de gynéco, c'était son premier clip. Donc lui D'accord. avait au moins un clip. D'accord. Donc je dis à Xavier, tu sais quoi, Xav, j'ai des idées, mais là, moi je sais pas ce que c'est un clip, tu vois. Et je lui dis viens, on le fait à deux. Et donc on écrit à deux, on fait les jeunes de l'univers à deux. Bon, après, c'est toujours pareil. Ça s'est basé sur quoi? Sur notre expérience du terrain, C'est ce que j'allais dire. en vérité. C'est Tu ce qui regardes fait le que- clip. Ouais. Par contre, le truc qu'on a fait, qui était complètement ouf à l'époque, c'est qu'on a pris une voiture, qu'on a pris l'assistant du chef opérateur. Le chef opérateur, c'est le caméraman, le mec qui fait la lumière, tout ça, parce qu'on ne voulait pas l'entraîner. Et on lui a dit, tu sais quoi, tu viens avec nous, tu prends une caméra 16 mm, on shoot encore en film, pas en digital, et on fait le tour de toutes les banlieues de Paris. On doit représenter toutes les banlieues. Et tous les panneaux que tu vois dans le truc, c'est nous qui les avons filmés. C'est pas des trucs que vous avez pris, vous êtes allé. Non, c'est pas des archives, c'est nous qui avons filmé. On est allé à GB, on est allé on est à Montfermeil,
On filme le panneau, c'est criblé de balles. Si tu fais tes arrêts sur l'image, tu verras le truc. C'est pas du pipeau. On a été partout, à Sarcelles, à Saint-Denis. On a été dans banlieue sud, banlieue nord, banlieue est, banlieue ouest. On a été partout. Tu vois, la Défense, on a été à Puteaux. On a été dans tout ce qu'il fallait que nous représentons. Je représente, nous représentons. C'est pour ça que le titre est aussi fédérateur. Et c'est ça qui fait le truc. Et ce qui est marrant, c'est que si tu regardes ce clip, bon, c'est pas pour faire un truc, mais quand on sort ce clip, il n'y a pas de clip de rap français comme ça. Les seuls mecs qui ont des beaux clips, c'est NTM. Tous les autres clips. Bon, Solar, c'est différent parce que Solar, il est dans son espace, c'est son image. C'est déjà autre chose. C'est déjà autre chose. Tu vois. Mais clip de rap, quand on arrive avec les jeunes de l'univers, les gens ils se le prennent dans la tête. Pour eux, c'est un clip à $1 million. Bien sûr. Tu vois. Et puis l'image, la photographie, tous ces trucs-là, tu vois. Et derrière ça, qu'est-ce que sort juste derrière ce clip? Petit frère d'Ayam. Incroyable. Si tu fais la comparaison, elle est très facile à faire parce que ça raconte l'histoire d'un jeune, d'un enfant qui grandit et puis qui voit ce qui se passe dans la vie. Nous, on a voulu faire un truc positif, message positif, parce qu'il fallait que ça passe à la télé, donc c'est la vérité. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que tous les acteurs qui sont dans les Jeunes de l'Univers, c'est notre famille. C'est notre famille. Quand je dis c'est notre famille, c'est le petit frère de mon pote Mamadou Yafa, Mams, tu vois, qui fait partie de Realize. Tu vois, c'est ses sœurs qui sont dedans. On est à Besbar, dans son quartier. Il n'y a aucun clip qui se tourne à Barbès, il faut savoir ça. C'est-à-dire que même les acteurs de Barbès n'arrivent pas à shooter des clips à Barbès, ça arrivait beaucoup plus tard. Mais les 2 premiers clips tournés à Barbès, ce que tu vois, c'est Les Jeunes de l'Univers et Econ, le ghetto que j'ai fait moi, avec Econ. Oh là 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 là. Avec les Bouba, les D6, tout ça. On finit à Barbès, au milieu, dans le pit de Barbès, avec tous les gars, les kids de Barbès et tout le monde, pour montrer l'amour et tout ça, tu vois. Et même à ce moment-là, je suis pas bien sûr. Et il y a mes potes, il y a Aro, tout ça, qui vont faire Mocles, qui fait partie de la Scred Connection et tout ça. Mais eux pourront tourner un clip après, en vérité. Même Coma, il est un peu saoulé à ce moment-là. Il nous le dit. Il nous le dit. Vous vous rendez compte que vous faites un clip dans un endroit où il y a des gens de ce quartier qui n'ont toujours pas tourné dans ce quartier, quoi. Tu vois. Incroyable. Nous, on le faisait. Fallait que je respecte ce qu'il me disait à ce moment-là. Il avait raison, Coma, tu vois. Mais nous, il fallait aussi qu'on montre la famille. Et les Yafa à Barbès, c'est la famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le père a été très influent dans la communauté malienne et sénégalaise. Les frères sont là. Bon, il y en a qui ont fait des conneries, mais ils sont aussi respectés pour ça. Et puis il y a Mams, c'est un exemple. Tu vois, le mec est adjoint maire dans la mairie du 18e aujourd'hui. Tu vois. Incroyable. Il vient d'en bas, lui. Quand je te dis d'en bas, c'est en bas. Adjoint maire, mairie du 18e. Couvert, depuis qu'il est petit, les gens ont senti l'intelligence de ce mec, le pouvoir de ce mec. Et il a toujours reçu de l'éducation de plein de gens. C'est-à-dire sa famille, mais de gens qui habitaient dans Barbès et qui voulaient qu'il s'en sorte. Et beau, lui, c'est mon frère. C'est beau. C'est Realize. C'est Mams Yafa, Xavier Denot, Armen Jarayan, Bertrand Jacot. Depuis le départ. Depuis le départ. Realize, c'est là parce qu'il y a Mams. Et quand tu regardes le clip d'Idéal J, hardcore, le mec qui joue le tirailleur sénégalais, c'est le papa de Mams. Le clip non censuré, le clip censuré. Non censuré. Oh là là. Le clip censuré, c'est que des images volées sur la télé. Sur les récents événements en Algérie, hardcore, la façon dont ils détruisent l'Amazonie. Le vrai clip d'hardcore d'Idéal J, c'est l'histoire du tirailleur sénégalais qui va retrouver les mecs de la génération actuelle pour aller sur les... À la base, ce clip-là, c'est moi qui l'ai écrit. C'était ce que vous voyez aujourd'hui de trucs comme Athéna, qui passe sur Netflix. Toute l'intro d'Athéna aurait pu être le clip d'Idéal J. C'est-à-dire que moi, j'avais écrit hardcore comme la Révolution française. Je voulais qu'il y ait, si demain, il y avait la guerre ou un truc en France, similaire à la Deuxième Guerre mondiale ou à la Première Guerre mondiale ou à la Révolution française, qui serait sur les barricades? Mafia Quinfri. Puisque la génération française, c'est vous, c'est moi. Si demain, on va à la guerre, on y va ensemble. Noir, blanc, jaune, bleu, on s'en fout. Et on fait des barricades avec des bagnoles, des machins, et on jette des cocktails Molotov sur les ennemis, quoi. Pas la police, mais sur des ennemis. Et à la base, j'ai écrit ça, moi. C'était ça, mon truc. Sauf que moi, je voulais un tank, je voulais n'importe quoi. je voulais faire le ouf, tu vois. Moi, à la base, le début, c'était Kerry James qui était debout sur une barricade,
où je refaisais l'histoire de la Révolution française avec la Avec Vénus la qui main, tient ouais. le drapeau français. Et le petit Gavroche, c'était Kerry James qui était prêt à y aller. Et tout d'un coup, tu avais un tank qui arrivait comme ça au bout de la rue et commençait hardcore. Tu vois, le système, le combat contre le système. ouais. Babylone. Et Bah, donc, le on combat n'a continue, jamais ouais. pu faire ça parce qu'on n'avait pas le budget. Mais je voulais quand même garder ce concept que demain, s'il y avait une guerre, qui partirait à la guerre et les gens qui partiraient à la guerre seraient Mafia qu'un Free. Et donc, du coup, le rapport, il était évident, mais après, tu fais pas juste un clip, ça, tu vois. Et donc, Xavier, c'est là où j'adorais ce binôme qu'on avait, c'est que Xavier, lui, il aimait bien me triturer, il aimait bien triturer les idées. Il disait, ouais, il faut qu'on pousse le truc, faut qu'on pousse le truc, faut qu'on pousse le truc. Et un jour, on est en train d'écrire pour trouver le concept du clip. Xavier arrive avec le Libération, où il parle d'Abdoulaye Ndiaye, tirailleur sénégalais, qui est décédé avant de recevoir sa médaille de la Légion d'honneur. C'est-à-dire que le mec avait 100 et quelques années. Il n'avait jamais été décoré. Et Xavier, on trouve le fil, on trouve qu'est-ce qu'il va faire le A à Z. Et c'est-à-dire que lui, en gros, il entend hardcore, il ouvre sa malle et il ressort sa tenue 14-18. Hein, Pour y Tirailleur retourner. sénégalais, Ouais. c'est pas la Seconde Guerre. Enfin, il y en a eu aussi, mais là, on parle 14-18. Et il ressort sa tenue et il dit, allez, je vais avec les On y jeunes va. et on va se battre. Et c'est pour ça qu'à la fin, il est comme ça avec le truc. Sauf que le mec qui joue le rôle de ce père-là, c'est le père de Mams. Tu vois. Et c'est pour ça, nous, c'est famille, tu vois. On a toujours tout fait. C'est des trucs forts. Encore plus beau. Parce que bon, c'est personnel. Bien sûr, tu aurais pu prendre des acteurs ou je sais pas quoi, mais non, voilà. non, Et nous, on prend on des a gens de pris chez nous, tout ça. on a pris les gens, truc, tu vois. T'imagines hardcore d'idéologie. Non, mais c'est. Voilà, et puis Quel titre. ce qui est la Mafia qu'un Free à ce moment-là, Bien sûr. plus tous les satellites, Oxmo, Doudou et tous les autres, quoi. Tu vois. Mais Produit l'influence- par Delta. Bien sûr. Ouais, produit par Delta. Delta Express 10. C'est chez lui encore. C'est chez toi, ça. C'est chez lui. Big up à eux. Delta, un jour, bon, pas besoin de parler, mais bon, Delta. vous savez très bien. Non, mais je sais pas si tu te rends compte de l'influence que tu as eue du coup. Parce que, Oui. en fait, c'est ton œil, ta vision. de Pas que, à directeur ce moment-là, on artistique. est avec Xavier, on Pas est que, deux. bien sûr, mais toi, mais- Realize, tout ça. Ouais. L'influence que vous avez eue sur tous les ghettos de France, et pas que les ghettos, il faut pas dire que les ghettos, tous les auditeurs, C'est les pour ça que je amateurs t'ai de dit rap. tout à l'heure, t'as vu Ouais. J'ai bien fait la différence. J'ai dit, faut arrêter de schématiser les cités et les banlieues comme elles sont. Alors certes, c'est vrai que ça se passe comme ça, mais malheureusement, tous les derniers films qui sont sortis sur la banlieue, c'est d'une exagération et qu'on montre que cet aspect-là, Alors sans que- montrer que les gens réussissent aussi. Bah, bien sûr, Ouais. tu vois. ou ne serait-ce que l'aspect comique. On rigole de ouf. Et ça, oui, ou l'aspect comique, c'est Ouais. grave. Mais ça me Ouais, ça devient horripilant, ouais, bien je sûr. trouve que c'est dur. Tu vois, moi, je suis né en banlieue, je suis né à Aubervilliers, tu vois, mais j'ai pas grandi en banlieue, je suis grandi à Paris. Mais malgré tout, j'ai toujours eu mes potes en banlieue. Tu vois, oui, il y en a, ouais, ok, bon, il y en a, ils vont au placard, il y en a qui font le con, il y en a qui dealent et machin. Mais la majorité, malgré tout, de ces mecs-là ont tous reçu une éducation scolaire, sont super intelligents, sont super éduqués, et je trouve que c'est toujours l'aspect qu'on ne montre pas. Bien sûr, Et- c'est affolant. Ce truc spectacle un peu de vendre la violence à outrance, alors c'est con parce que je parlais d'Athéna avant, tu vois, c'est dommage, mais parce que le truc est super esthétique, c'est un clip d'1 heure, c'est beau, quoi, tu vois. Mais il est vrai que bon, faut que ça cesse un peu, quoi. Montrons autre chose. Ouais, il y a autre chose. Ouais, il y a autre bien sûr. chose. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas le montrer, Oui. il faut qu'il y ait de la variété, Non, en mais fait. ou alors mélange. C'est l'uniformité du truc Mélange, qui tu vois. est dérangeante. Non, je te dis ça parce que, à travers ton œil, nous, on a vu le clip, on a réussi à voir les images évocatrices. Bon, il y avait le moi, clip il y a un où- Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi tous les rapports avec. Tu vois, parce qu'on écrivait, on se rendait compte, tu vois, quand on les déguise en Black Panther, c'est une Mais bien sûr. volonté. Quand Kerry il arrive, qu'il enlève le gilet pare-balles et qu'il a marqué sur son t-shirt I wish I was white, en fait, c'est une ode, je sais pas comment on va appeler ça, en fait, au mec d'Hustler, Larry Flint, Ouais. tu sais, qui était dans un fauteuil roulant, et aux États-Unis, il l'avait, mais il était pugilé le mec, et il va le jour de son jugement en fauteuil roulant, et il avait un t-shirt avec marqué I wish I was black. En gros, c'était tellement, les mecs se concentraient tellement sur lui pour l'enterrer vivant, que de toute façon, il aurait été Renoir, ça aurait pas été pire. Et en gros, il avait marqué I wish I was black. Et Xavier me dit, viens, on fout un t-shirt I wish I was white sur Kerry. Bon, Ouais, pour j'avoue que ça, c'est le génie de Xav à part moment, c'est de sortir une idée de dingue comme ça. Surtout une image qui va rester, en fait. Une image super évocatrice. Surtout qui que va quand choquer, tu le qui vois, va si marquer. tu le sais pas, quand tu le vois, tu le sais pas. Mais si tu cherches pourquoi ils ont fait ça, et que tu tombes sur l'histoire de Larry Flint, tu dis ah ouais, Tu c'est dis, ah ouais, dingue. les mecs, ouais, Tu vois. ok. Et je pense qu'en vérité, ce clip, il est tellement plein d'images fortes que qui que ce soit veut faire un rapport
sur ce qui s'est passé avec tous les leaders afro-américains derrière ou africains qui ont combattu pas le capitalisme, mais le colonialisme. Ouais, pardon. Je me suis mal exprimé tout à l'heure. Je cherchais à dire que j'ai dit capitalisme, mais c'était colonialisme que je voulais dire. Hardcore est fait déjà. Tu vois. Il faudra faire autre chose, les mecs. Et c'est pas pour mettre les gens à l'amende, c'est pour dire on a vraiment voulu, tu vois. Et puis à la fin, t'as le message de Abdoulaye Ndiaye qui dit à vous de juger à sa juste valeur de ce que j'ai fait pour la France quand même, tu vois. Avec tous les trucs que Kerry dit dans Hardcore. C'est super évocateur, c'est super. Tu vois, c'est super fort. Je sais même pas si moi je suis capable de refaire un clip comme ça aujourd'hui. Hein. Je pense pas en vérité. Mais si t'as été capable non, de mais faire parce que si t'es propulsé dans le truc, tu vois, t'es dans l'instant. Je venais de shooter la pochette, donc tout est, c'est une espèce de motivation. Ok, on est là-dedans, on est dans ce petit cocon là. Ok, donc la cible c'est ça. Il faut qu'on aille là-dedans. Puis tu lis, tu te recherches, tu vois. Enfin, on est vraiment. C'est super parce que là, tu viens de répondre à une question qu'on ne t'a pas encore posée. C'est que là, justement, la pochette qui est incroyable, qui est super évocatrice, encore aujourd'hui, tu la regardes, elle est super belle. Parce que le drapeau français, il est beau, avec une main noire qui le tient. C'est fort symboliquement, c'est beau esthétiquement. Et il y a une histoire derrière. Il y a une histoire, il y a un message. L'histoire, c'est qu'à la base, c'était pas ça la pochette. C'était le dos de la pochette qui devait être la pochette. Enfin, l'idée qu'on avait eu tous avec Brian et parce qu'il faut aussi donner les crédits à qui le reviennent, avec Kerry et Mehdi, et c'était d'enrouler un homme noir dans le drapeau français. Ouais. Et puis, moi, j'avais fait le con, c'est que j'avais voulu faire un truc esthétique, mais j'avais mis une lumière rouge. Pour que je voulais que le rouge aille que sur la peau et tout ça, pour que ça soit comme un truc d'alerte, de danger. Et en fait, sa connerie, c'est que le rouge avait bavé sur le blanc du drapeau et du coup, ça rendait pas ce que je voulais que ça rende. Et puis, à ce moment-là, je me dis, mais tu sais quoi, c'est même pas fort en vrai. Tu vois, je trouvais que c'était même pas... Ça n'avait pas l'impact que je voulais que ça ait. Donc, je dis à Choukri, qui est l'oncle de DJ Mehdi, prends le drapeau dans tes mains, parce que le mec, en l'occurrence, c'est l'oncle de DJ Mehdi, prends le drapeau dans tes mains, serre-le de toutes tes forces, et je prends ça en photo, et c'est ça la pochette. Mais c'est incroyable. Mais non, mais du coup, simple, c'est bien parce que c'est simple et efficace. La pochette qui a influencé le clip. Oui. Et du coup, il y a ce fil conducteur parce que c'est un album qui est avec un espèce de fil conducteur. C'est comme si tu rentrais dans une histoire et il te raconte l'histoire de... Un bol pas possible, c'est que j'ai shooté les albums de classiques de rap français. Mais oui, Temps mort, frérot. Le Sablier, c'est ce monsieur. Westside, c'est lui. Oui, non, mais on sait. J'ai eu de la chance. Que tu sais, on dit au bon endroit, au bon moment. La vérité, c'est que c'est vrai. Tu vois, c'est qu'à ce moment-là, je shoot des pochettes. Alors, attention, hein, je m'y donne à fond. Il y a de la qualité, machin, il n'y a pas de souci, tu vois. Il y a de la recherche, il y a du concept. Westside, on s'assied avec Booba, on est dans une voiture, tu vois, c'est une vraie recherche, hein, c'est pas juste truc. Mais il est vrai que j'ai eu de la chance de faire les pochettes, parmi les pochettes qui ont marqué le plus le rap français. Même aujourd'hui, malheureusement, c'est dur parce qu'aujourd'hui, on est en digital. Une pochette, elle a beaucoup moins d'impact qu'elle l'avait à mon époque, tu vois. Même si je continue à shooter, hein, la preuve, Benjamin Epps, tu vois. Et d'ailleurs, quand je shoot Benjamin, j'ai ce concept dans la tête, c'est de faire une pochette qui va marquer, qui va interpeller les gens. Pourquoi ? Parce qu'avant, 40% des ventes d'un CD ou d'un vinyle se faisaient parce que la pochette interpellait le spectateur, l'audience, tu vois. C'est énorme. C'est énorme, 40%, c'est beaucoup, on ne se rend pas compte. Et donc, du coup, il fallait faire une pochette. Et puis après, il y avait cette bataille-là, tu vois, qui va faire la meilleure pochette, qui va faire le truc. Et moi, je suis tombé sur ce truc de Temps mort, sur ce truc de Westside, sur le truc d'Idéal-J, sur le truc de la Clica avec l'Amazon. Tu vois, j'ai toujours voulu qu'on se souvienne de... Et je le fais pour les artistes, je le faisais pas pour moi, mais au final, ça a toujours une répercussion sur soi, tu vois. Et voilà. Parce que en fait, c'est plus que des pochettes, c'est des game changers carrément. Parce qu'après, tu vois plein d'enfants de cette pochette. Ce qui est game changer, c'est le contenu de l'album, c'est pas la pochette. Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Mais si c'est un autre album et je fais la pochette de Westside, c'est pas dit que ça ait l'impact
Oui, bien sûr. de West bien Side sûr. parce que c'est Bien pas sûr. Booba, parce que c'est pas ce qu'il y a dans West Side, parce qu'il n'y a pas Pitbull, il n'y a pas Bull B. il y a Alors, pas je vois tous ce que ces tu veux dire. trucs-là, tu vois ce que je veux C'est-à-dire dire qu'un bon album peut être propulsé, porté par une belle pochette. Il peut être sublimé par une belle pochette. Et inversement, l'inversement. Un bon album peut être tout pourri parce que la pochette est naze. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Sachant qu'en plus, il y a des stratégies. Par exemple, pour Temps Mort, il y a 3 pochettes différentes. Il y en a 2 à la base. Il y a la mienne Et celle de Xavier Denot. et celle de Xavier pour le vinyle. Ok. En fait, Le cimetière. Jean-Pierre, exactement. Jean-Pierre nous demande tous les deux de pitcher sur la. À ce moment-là, je travaille plus avec Xavier. On est séparés, on fait les trucs chacun de notre côté. Et Jean-Pierre nous demande et Géraldo nous demande de pitcher l'idée pour le truc. Et moi, là-bas, je voulais même pas mettre Booba sur le truc parce que Booba, ça y est, on le connaissait avec Lunatic. Moi, je voulais mettre que le Sablier. Sauf que Booba, c'est un quinri. Tu vois ce que je veux dire Mais il faut qu'il se mette en avant. Puis c'est un mec qui a du style, qui a du machin, qui a des trucs. Donc du coup, on a fait le Sablier avec lui. Mais à la base, moi, je voulais mettre que le Sablier. Puis Xavier a eu l'idée de l'emmener au cimetière américain. Et Booba aimait les 2 idées. Donc ils ont gardé la pochette pour le vinyle de Xavier et la mienne pour le CD. Puis il y a eu la réédition de Temps Mort. Et il y a le portrait en noir et blanc que j'ai fait en bas de la cité à Boulogne. Avec le cuir. Avec le cuir. Et qui, en fait, est rigolo. Je l'ai dit, je sais plus à qui. Mais en fait, quand Booba devait produire le premier album solo de Nesbill. C'est à nous, tu l'as dit. C'est à vous. Ouais. J'ai refait exactement la même image que la réédition de Temps Mort. C'était voulu, en fait. Parce que c'était son premier album solo. Et on voulait que ce soit le même classique que Temps Mort. Ah ouais. On l'a refait au même endroit, blouson en cuir, capuche sur la tête. C'est beau. C'est beau de ouf. Incroyable. C'est beau de ouf. Incroyable. Non, mais moi, ce qui c'est- m'intéresse. Excuse-moi. Parce que West Side, quand même, il y a l'artworking de l'album, toutes les pages du livret, etc. Mais il y a aussi les clips. Oui. Bulbi, c'est incroyable. Bulbi, c'est incroyable. Ouais, mais c'est un game changer. Bulbi, c'est Belly. C'est Belly, l'intro de exactement, Belly, avec mon le. frère. Ah bah oui, mais c'est l'influence. Ah ouais C'est l'influence, c'est le Belly. Mais c'est incroyable. Ça, Enfin, Pitbull aussi. Attends, ce qui est l'influence, c'est les lentilles dans les Ouais, yeux. si. C'est tout. Après, Ouais. c'est trop Belly, c'est trop long Bah oui. pour que ce soit l'influence. Mais Ouais. le lentille dans les yeux, c'est Ah l'influence. non, mais ça, tu sais, ça a l'air de rien comme ça, là, mais ça nous a choqués. Mais c'est marrant que tu me dis ça parce que toi, tu retiens ça. Ouais. Mais l'image qui est la plus retenue de ce clip, il y en a 2. Mm. Est-ce que tu vas savoir me les dire? Il y a les lentilles. Il y a le grec, là. Quand il rentre. C'est marrant que tu me dis ça. Ouais, vas-y. C'est ça, non Continue. Le grec, quand il rentre À après l'entrée. arrière-boutique, il descend. Avec, Tout ça. avec le Teddy. Et quand il est torse nu aussi. Torse nu avec le bling-bling Talak. C'est rigolo que tu me dises ça. Mais en fait, les images qui ont retenu le plus les gens à ce moment-là, c'est parce qu'on est trop balèze. Et ils ont tué le Christ. Et au point où c'est quand même le premier morceau de rap français qui est joué en club au milieu, Premier banger. au premier milieu de banger. morceaux américains, d'accord? Premier banger. J'ai vu des mecs se mettre torse nu, moi, au Gibus, et faire parce qu'on est trop balèze. C'était pas les Twins Hein? C'était pas les Twins Non. Je sais pas, mais... Ah non, des fois, c'était des boucs vénères. Hein. C'était des gars de ouf. Péter le coke si ça se casse parce que Et t'es trop balèze. on est parce qu'on est trop balèze. Les mecs se mettaient torse nu, sortaient les sclemus et tout. Et c'était gaulerie, hein, parce que ça venait de ça. Hein. Ah ouais. Et ça, c'est des images où on tuait le Christ aussi avec l'image de Comment leur faire les confiance faisceaux derrière, le Christ à faire. le halo lumineux derrière lui et tout ça. Mais c'est rigolo, parce que tu vois, c'est marrant. Mais chacun le prend différemment. de sa ça, manière, c'est hein, ça l'art, de toute façon. Le sens de lecture est différent. Mais oui, puis de toute façon, le grec, c'est la gimmick du clip. Oui. C'est qu'en fait, tous les wacks, tous les bouffons, ils se finissent dans le frigo, puis ils finissent dans le sandwich. Quoi. Donc, En plus, c'était à l'époque où les Grecs, là, la provenance de la viande, elle était un petit peu douteuse. Donc Entre peut-être que vous avez mangé du wak mais ça, à MC. la base, c'est une idée de cop. C'est-à-dire qu'on est dans la voiture. Lui, il me dit... il voulait introduire le grec, et je sais plus comment ça arrivé, mais c'est comme ça qu'on a réussi à faire le lien du truc. Quoi, tu vois. Ça, c'est une super belle idée. Parce que C'est une même super belle Pitbull, quand il se fait tirer dessus à la fin. idée. Ça, c'est Jay-Z. Oui, c'est dans 99 Problems. Matin, un problème. Mais nous, on voit ça en polo Lacoste. Même le En le fait, choix du attends, noir et blanc. parce que je vais dire un truc qui va me porter à défaut. Beaucoup de gens ont comparé Pitbull à 99 Problems. Le seul truc qui m'inspire de 99 Problems, c'est le montage.
comment c'était monté Ouais, rapidement. ouais. J'adorais le fait que quand tu regardais 99 Problems, il y avait un côté suffocant. C'est-à-dire que c'était Ça va une vite, succession d'images et tout ça. Ouais. Mais jamais tu regardes 99 Problems, tu regardes Pitbull, tu peux pas faire le truc. Ouais. Après, les gens m'ont dit noir et blanc. Gars, regarde les jeunes de l'univers. Bah oui. 99 Problems, c'était pas sorti. C'est mon premier clip, il est en noir et blanc. De quoi on parle? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc, de quoi, enfin, et puis surtout, le mec qui se fait tirer, la vérité, c'est que Tupac avait fait un clip où il se fait tirer dessus. Il est au I'm paradis, not je sais plus lequel. I'm not a I'm mad at you. Et il se fait tirer dessus de la même manière. Donc après, on va. Ok, tu veux que je te sorte toutes les références et puis après, tu me dis sur quoi j'ai pompé. Parce que moi, je l'ai lu, ça a toujours des haters. Ouais, c'est toujours Ouais. pareil. C'est dès que tu Et fais un surtout truc, quand toi tu réussis, c'est encore plus facile de te mettre, de te pousser vers le bas. Surtout Mais Pitbull, 99 Problems, oui, en influence, parce que c'était le montage. Je voulais que le montage soit montage saccadé et cut comme l'était 99 Problems. Mais le Ouais. truc de se faire tirer dessus, c'était immuable. C'est Ouais. l'histoire qui voulait ça en fait. Mm. Tu vois. Puis attention, premier clip tourné de rap tourné en Russie, mec. En Russie, bien sûr. Jamais personne n'a tourné en Russie. Tu sais même pas les galères qu'on a eues pour tourner ce clip. Je n'ose même pas carrément. imaginer. Tu peux pas imaginer. Tu vois. Oh, Pour tourner en Russie, à Moscou, dans le quartier. au quartier rouge, là, au Ouais, Il n'y Carré, a ils pas de disent, quartier rouge. On a tourné en tous les endroits, on n'avait pas le droit de tourner. C'est pas compliqué. Donc, on avait un permis, c'était un permis de la police qui nous donnait l'autorisation d'être sur le trottoir. Par contre, on n'avait pas le permis qui nous autorisait de filmer les monuments ou certains quartiers dans lesquels la mafia russe va, notamment le couloir où tu as tous les casinos, parce qu'ils ne veulent pas être filmés, pas être vus. Donc, c'est-à-dire que si on fait un travelling et qu'il y a un mec qui passe, lui, il va pas s'empêcher de passer et de rentrer dans le casino. Sauf que c'était, mais tu sais même pas comment c'était chaud. Chaud. Des trucs de con, des détails à la noix. L'hôtel, la chambre d'hôtel dans laquelle on tourne, où il se fait tirer dessus, c'est la chambre d'hôtel de Staline, gars. Tu vois, avec le portrait de Lénine derrière. Quoi? Mais oui. Oh là 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 là. En fait, Oh non. pour tourner dans cet hôtel, on était dans un hôtel à la base. Et pour qu'on tourne dans cet hôtel-là. Non. Ah oui. Ah ouais, On peut. Voilà, faut envoyer. Là. Faut envoyer. Bon, Pour tourner dans cet hôtel-là, il fallait qu'on y reste. Ah ouais. Parce que c'était un truc que la prod avait négocié. On nous faisait rester. Sauf que l'hôtel, c'est pas un palace. Enfin, c'était un ancien palace. Sauf qu'il y avait les appartements de Staline qui étaient dans ce truc-là. C'est l'hôtel de Moscou. Mais l'hôtel, t'as déjà vu ce film Shining? Ouais. Avec le petit, tu sais, qui est en tricycle et qui roule dans les couloirs. Les couloirs, c'était aussi long que ça. C'est-à-dire que pour aller de ma chambre à la chambre de Cop, de Booba, dans le même couloir, laisse tomber, je marchais 100 mètres. C'était n'importe quoi, l'hôtel. Et donc, on mangeait là le soir. Mais c'était gaulerie. Hein. Il y avait Brahms, il y avait Mala Brahms. Personne. Mec, qu'est-ce qu'on se marrait. Ouais, c'est que- Tu sais même pas De toute façon, comment là, c'est on le voit dans le fendu la making-of. gueule sur tous les tournages. West Side, ça a été une partie de plaisir. Mais par contre, ça m'a lessivé. Mais oui, ça c'est incroyable. Mais J'ai c'est normal, fait vous allez en la Russie, vous allez au Brésil, vous allez... On va à Brésil, Russie, Canada, Pitbull, Bullby, et Garde la pêche, on tourne au Canada, on tourne à Canada, Montréal à la ouais. base. Et on fait ça, on fait Moscou, on fait le Brésil, Ouais, c'est au bout de mes rêves, hein, Brésil. au Brésil, ouais, avec le Avec mec Trade qui Union. joue Trade d'Union et puis Zé Pequeño surtout. Ouais, Incroyable. Incroyable, c'est plus Non, mais c'est. En Non, mais- uncut. Zé Pequeño en uncut, mais surtout ce que tu sais pas, l'histoire elle est beaucoup plus folle que ça. C'est que Zé Pequeño il apparaît déjà dans un clip qui est le clip de Rof. Zone internationale, Zone ouais. internationale. Donc on a hésité à 2 fois avant de le faire. Le seul problème, c'est que l'histoire voulait qu'on ait lui. Et il ne voulait pas plus tourner et surtout plus jouer le rôle de Zé Pequeño parce qu'il Ouais. est devenu acteur. Et donc ça a été une négociation de malade mental. Et il voulait pas tourner dans un clip parce que, alors désolé, c'est pas. En fait, il ne voulait pas faire de la figuration. Voilà. Je viens de comprendre. Et C'est un acteur à part entière, il veut il voulait un rôle. rôle, il voulait jouer. Et donc, comme nous, moi, ce que j'écrivais à ce moment-là, c'était que des histoires. Nous, on lui a dit, non, voilà, l'histoire, c'est ça. Vous allez, alors en fait, on te raconte le jour de la sortie de l'album de Booba, sa maman s'est fait enlever par 2 gars qui étaient des simili-fans, entre guillemets, mais qui étaient des oufs. Et en fait, l'histoire, ça retrace ça, c'est lui qui va retrouver les mecs qui ont enlevé sa mère et qui les canne, et il les bute avec toi. Alors lui, il dit, ah ouais, ça tue. Et l'histoire lui plaît, tu vois. Donc ça commence déjà, on commence à l'amadouer là, tu vois. On lui dit, voilà, l'idée, c'est de faire ça. Et en fait, il s'y est pris au jeu, on a déliré, il a rencontré l'équipe, tu vois. Il a bien vu l'ambiance, qu'on se marrait, qu'on était des oufs et tout, machin, et il a kiffé direct, et puis ça s'est fait au point où il nous a invités à la Cité de Dieu. Oh! Dans la favela! Ouais. Oh là 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 là.
où Cop est parti avec Brahms, Mala, tout le monde, donc tout le monde cité de Dieu, avec des sacs remplis de t-shirts uncut et qu'il a donné des t-shirts uncut. C'est marrant parce que, tu vois, tout à l'heure quand je te parlais des t-shirts Green Team que j'avais fait, rien à voir, hein, parce que c'est incomparable, parce que c'est pas ça qui a motivé ça, mais ça a fait la même chose, il est allé, il a donné... La même procédé, tu donnes de l'amour à la communauté. gens, et voilà, il a donné du uncut à tout le monde à ce moment-là, à la Cité de Dieu et tout ça. Quoi, tu vois. Ah ouais. Incroyable. Et moi, en plus, en même temps, je tournais le clip de Perle Lama le lendemain. Mais Incroyable. le truc, je passais au bout des rêves à un truc de zouk. Mais du coup, quand tu fais ça, ça y est, là, tu boucles la boucle, là, tu deviens vraiment là, tu prends vraiment ton rôle de directeur artistique, tu as un œil sur tout. Ouais. Et Ah bah, de toute façon, sur cet album, alors je peux pas dire je suis le DA image de cet album, parce que Booba, il a son mot à dire, tu vois. Et puis on travaille aussi en binôme, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lui propose quelque chose, il me dit oui ou non, tu vois. Après, il m'écoutait quand même, tu vois. Enfin, il avait confiance. Tu vois, Pitbull, à la base, ça devait être un film 3D complet, pompé sur Sin City, tu vois. Mais ça coûtait trop cher, on n'avait pas les moyens techniques, on n'était pas Hollywood, quoi. Donc, au final, il part en Suisse. Il est invité, tu sais, des fois, quand tu invites des célébrités à aller à des anniversaires, je sais pas comment... Bon an, mal an, il se retrouve en Suisse avec une espèce de mafia russe. Et les mecs l'invitent à aller à Moscou. Et il m'appelle de Suisse, il me dit « On va faire Pitbull à Moscou ». Je lui dis « Mais... et on est parti à Moscou, tu vois. Enfin, en gros, c'est ça l'histoire, c'est que c'est toujours il y a une impulsion qui vient toujours de lui pour faire un truc, tu vois. Et il est vrai que t'as pas ça avec tous les artistes. C'est difficile de trouver un artiste avec lequel t'as une alchimie comme ça et sur lequel tu peux être créatif et puis que lui, tout le monde n'a pas son charisme, son style, qui se prête aussi à faire que l'image elle ait un impact, tu vois. T'as des gens, j'aurais fait ce clip-là avec, je sais pas, un autre mec, ça serait passé complètement à l'as. C'est pour ça que je te dis, quand tu me dis, ouais, tout à l'heure, la pochette, le visuel et tout, oui, mais il y a le contenu de l'album. S'il n'y a pas ce contenu d'album-là, on n'a pas le même impact. C'est sûr. Mais du coup, quand tu fais ça, tout le monde te demande après, j'imagine. Parce que tu nous dis que ça t'a lessivé. Après, là, ça non, parce que, bon, déjà, j'avais fait tout ce qu'il y avait eu avant. Hein. Bien sûr. Tu vois, il ne faut pas oublier toutes les pochettes de disques que j'ai faites. Entre les Cut Killer, les Bustaflex, les Doncha, les Jewel, tu vois, j'en ai... Petite parenthèse. T'as parlé de Bustaflex, Big Up Bustaflex. On t'attend même. On t'attend, frérot, tu sais. Vous l'avez déjà fait juste en live. Chronique. Ouais, en live, on l'a fait en live. Et il va venir. Que la première fois que lui, il va à New York... C'est avec moi. Voilà. Et il rencontre Big Pun. C'était l'anniversaire de la Zulu Nation. C'était le 25 ans de la Zulu Nation. Et il voit tout New York, quoi. Ça a été complètement dingue. Hein. Et surtout, ce qu'il vous a pas raconté, c'est... Ah si, vous l'a dit, qu'on était allé au magasin de Fat Joe à 560. Ouais. Fat Joe n'avait pas voulu lui céder la main. Et lui, il était persuadé que c'est parce qu'il était renois. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est ça que je voulais dire. C'est pas parce qu'il était renois, parce que Fat Joe, il traînait qu'avec des renois. Non, c'est juste que là-bas, tu checkes pas tout le monde. Ouais. Il savait pas s'ils étaient quinri, français. Une fois qu'il a été français, il s'est même pas rendu compte que oui, effectivement, il lui avait serré la main. Mais par contre, ce qu'il vous a pas dit, c'est que quand on rentre dans le magasin, le mec qui fait la sécu du magasin, c'est Big Pun. Tu passes la porte, il était à l'entrée assis comme ça sur un tabouret, il regardait qui les mecs rentraient, tout ça. Et à la caisse, le mec qui était à la caisse du magasin, bon, vous saurez pas qui c'est, mais c'est Brim. Brim, c'est en fait le Terror Squad, le vrai groupe de Terror Squad. À la base, c'est un groupe de graffiti artistes qui s'appelle TAT, qui est devenu TATS, TS pour Terror Squad. Et en fait, Brim, c'est le leader de ce groupe-là. Squad, okay. Et donc Brim, tu le vois sur le premier album de Fat Joe, de Gangsta, t'as Brim qui est à côté de Fat Joe tout le temps, si tu veux. Et c'est Brim qui faisait la marque de fringues 560 Fat Joe, qui était le nom du magasin à ce moment-là. Donc on voyait des trucs de ouf. Je me souviens des moments avec Busta, de malade mental, tu vois. On découvre Fujis ce jour. Non, c'était pas Fujis, Bootcamp. Elta Skelta, on trouve la cassette promo, on se prend une claque de ouf. Et puis c'est vrai Elta Skelta, le Nocturnal en plus 96. 97 là. On a vu que des trucs de ouf. C'est n'importe quoi. Les concerts que c'était, je sais pas si vous vous souvenez de ce mec Shabazz de Disciple. Oh mais oui. Lié au Wu-Tang. Ouais. On voit ça en concert. KRS-One, concert de malade mental, c'est-à-dire que c'était dans le New Yorker, tu avais une salle énorme avec une scène, tout le monde passait sur la scène, et tout d'un coup on a une espèce de salle comme une salle de conférence. J'avais l'impression d'être dans un truc de juge, dans un tribunal. Un tribunal. C'était comme une salle de tribunal. Et t'as KRS qui monte, qui est derrière le pupitre. Et puis là, je sais pas comment ça se passe.
ça part en concert, il fait tous les hits. M6 avec The Bridge is Over, South Bronx, tous ces trucs-là. T'as tous les Rocksteady devant, t'as tous les gars de la Zulu Nation. Et j'ai les photos de ça. Et ce qu'on sait pas, c'est qu'à côté de KRS, il y a Rakim, qui est là, les bras en l'air. et c'est complètement ouf. Et nous, on assiste à ça. Mais ça fait que c'était là ce jour-là. Mais gars, il vous l'a dit, il pleurait. Oh. Il pleurait. C'est-à-dire ça a été tellement fort émotionnellement il pour a vu lui. le hip-hop. Il s'est pris le senti hip-hop vraiment. comme, je sais pas, un tsunami, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas genre, t'arrives, tu vas à New York et tu vois un concert d'un gars qui déboîte. Là, on voyait tout le monde. Il y avait tout le monde. J'ai les photos, t'as Lord Finesse. Je me souviens de donner le EP de la Clica à Lord Finesse. Il y avait, je sais pas. Il m'a dit Redman aussi était là, non? Redman, il y avait Busta Rhymes. Là, c'est là où j'ai fait la photo de Busta, enfin les deux Busta en l'occurrence. Il y avait tout le bootcamp. Il y avait Fat Joe sur scène, Old Dirty Bastard. Il y avait. C'est pour tuer les gens. Tribe Called Quest, c'était Q-Tip qui annonçait, qui présentait tous les actes qui montaient sur scène et tous ces trucs-là, tu vois. Et enfin, non, c'était fou. On a vu tout le monde, quoi. C'était les 25 ans, c'était n'importe quoi. Ça breakait de partout. Enfin, franchement, c'était, mais même pour moi, hein, c'était mémorable. Hein. J'ai jamais vu un truc. Je crois que j'ai jamais vécu un truc aussi fort depuis, d'ailleurs. Ah ouais. Bah, pour voir autant d'artistes que ça, c'était vraiment dingue. Il y avait tout le monde. Du pionnier à la couleur au mec du moment qui était Black Moon, quoi. Et Wu-Tang et tous les mecs qu'il y avait, quoi. Non, mais et puis c'est ça qui est drôle, c'est que la Zulu Nation, ça a toujours été rapporté à un truc peace, le Unity, Love and Having Fun, mais tous les groupes Kaira, ils venaient quand même au truc de la Zulu Nation, tu vois. Fat Joe, c'est le Fat Joe à ce moment-là, c'est pas Fat Joe. C'est le Don Cartagena. C'est pas encore Lean Back, hein, tu vois. Donc, non, mais merci pour cette magnifique parenthèse. Mais dès que tu as cité Busta Rhymes, j'ai dit baby, mais c'est évident. Tu vois, comme quoi, à chaque fois qu'il y a un Français qui va à New York, il y a toujours un ramen quelque part. Tu vois ce que je veux dire. Mais donc, tu me disais, effectivement, toi, tu as déjà tout ton background en tant que photographe établi et tout, mais surtout en tant que, pour les vidéos... Réalisateur. Là, sur un même album, tu fais quasiment tous les clips. Ouais, mais là, c'est exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. Ça, c'est jamais fait... à part avec Roca, quand j'ai fait sur son album, on a fait Les Jeunes de l'Univers. Après, on a fait le clip de La Fama et du Sommet, qui étaient mélangés. C'était deux clips. C'était la version remix. Et puis, après ça, on fait Ideal J Hardcore. Après ça, je fais un clip pour Hachim. Après, je pars à Cuba faire les clips pour Richas. Là, on est récompensé au MTV Award pour les clips. Incroyable. Et après ça, je fais Booba. Non, je fais les clips de Singila. Et en fait, c'est en voyant les clips de Singila que Booba veut qu'on fasse les clips ensemble. Parce qu'à ce moment-là, moi, je fais venir des chefs opérateurs, c'est-à-dire les caméramans et les chefs lumière des US qui bossent sur les clips aux États-Unis. Mais ça, c'est grâce à Kenzie. Parce qu'en fait, je suis représenté par le Sector A. C'est-à-dire mon producteur, c'est Kenzie et John Well. D'accord. Donc, Sector A. Et on fait un clip pour Arsenic. Et derrière, on fait les clips de Singila. Si tu veux. C'est lesquels? Le clip d'Arsenic? Ouais. Regarde le monde. Regarde le monde. Ah, c'est toi. On en a parlé avec Calbo. Quel clip. Non, mais il est partout. Non, mais c'est abusé. Et non, mais le parcours, c'est de la avec folie. leurs enfants et tout, c'était hyper. non, mais c'était, Bien sûr, il nous a raconté l'histoire, Calbo. très émotionnel ce clip pour eux, tu Oui. vois, de pouvoir chanter à leurs enfants et tout. Ils avaient vraiment beaucoup de mal, tu vois. Et puis pourtant, moi, je voulais un playback à la IPMD parce que pour moi, Arsenic, c'est IPMD, quoi, tu vois. Exactement. Et bon, le clip, il se prêtait pas du tout à ça en vérité, tu vois. Pas vraiment. Mais du coup, après ça, tu nous dis que tu étais lessivé après Westside. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, tu sais, c'est dur de travailler sur un projet, de t'immerger dans ce projet, d'avoir à sortir tout le temps l'idée, tu vois, et être sûr que ce que tu sors, ça va avoir l'impact voulu sur le truc. Le dernier clip que j'ai fait avant de déménager aux États-Unis, c'est MC Solar. C'est Carpe Diem. Okay. Celui où il y a la voiture qui explose, où il est en accident de voiture, Okay. la voiture explose et en fait c'est son âme qui sort de son corps et c'est l'âme qui rappe en fait, tu vois. Mais même ça, en fait, j'ai même pas réussi à tourner ce que j'avais écrit parce que c'était trop ambitieux et que je voulais vraiment faire le clip d'MC Solar qui marque. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il n'a pas été à la hauteur de ce que moi je voulais, mais tous les gens ont dit c'est le clip le plus rap d'MC Solar. Ok. Parce que c'est le clip le moins fanfaron. Ouais, C'est le clip où c'est un playback.
où il paiera et il débite. Tu vois, quand j'ai écouté ce morceau de Solar, je voyais Breeze de Fabulous. Ok. Et je l'entendais, je voyais pas parce que visuellement ça n'a rien à voir. Mais du coup, c'est marrant parce que je voulais que ça rappe. Je me disais putain, mais il débite, c'est hyper rapide, le BPM est super rapide, il faut le faire rapper, on l'a jamais vu rapper comme ça, quoi, tu vois. Et donc on l'a fait rapper. Et donc du coup, c'est mon dernier clip en France. Et ce qui est rigolo, l'anecdote par rapport à ce clip-là, c'est que la première fois que j'ai shooté Rick Ross, son DA à l'époque qui était Spiff TV, vient me voir, avait regardé tous mes clips et m'a dit comment t'as fait pour brûler une voiture pendant 3 minutes. J'ai regardé comme ça, j'ai dit ah ouais d'accord. J'ai dit, bon on n'est pas sorti de l'auberge. Je lui ai raconté qu'en fait à chaque prise tu remettais de la pâte à feu sur la voiture et tu la remettais en feu, tu vois. Mais lui, j'avais shooté un clip d'une traite pendant 5 heures avec une voiture en feu. Pas comme ça. mais bon, c'est l'anecdote, mais c'est vrai, c'est véridique. Donc, alors, question bête, mais importante. Pourquoi tu décides d'aller aux États-Unis? C'est que. Parce que, en fait, si tu veux, j'ai toujours été bercé par le rap américain. New York, ça m'a toujours attiré. Il y a toujours eu cette attraction. Et qu'après Westside, justement, j'étais arrivé à une telle saturation que je ne me voyais pas faire quoi que ce soit d'aussi fort avec un autre artiste. Ouais. Le seul avec qui j'aurais pu le faire éventuellement, c'était Kerry. Mais c'était au moment où Kerry, lui, il avait pris la position de se sentir représenté par l'islam, de calmer beaucoup son image et tous ces trucs-là. Donc je savais que pertinemment que je ne pourrais pas faire ce que moi, j'écrivais en termes fiction à ce moment-là. Quoi, tu vois. Il y est revenu après, mais si tu veux, moi, j'étais déjà parti. Tu vois. Et donc il fallait qu'on respecte, je respecte ça aussi. Tu vois, et les choix de chacun, ça leur appartient. Et puis c'est voulu par un moment très difficile et douloureux pour lui. C'est une étape de sa vie et à chacun d'assumer ces épisodes-là. Quoi, tu vois. Et donc, du coup, moi, il fallait que je parte à un moment. Ma femme, elle n'est pas française et elle avait beaucoup de mal à s'acclimater à Paris, à la mentalité, à l'agressivité de la rue. Moi, j'étais habitué, tu vois, à marcher. Tu es un mec qui te mate, tu le mates. C'est une bataille de regard, mais des fois, c'est pas vraiment une bataille de regard. Mais nous, on ne se rend pas compte de ça. Quand je suis arrivé aux US, les gens me disaient, mais qu'est-ce que t'as? Tu mates tout le monde comme si tu avais envie de les tuer. Et moi, je me disais, mais non, rien à voir. Et tout. C'est que moi, j'ai toujours été en plus observateur, mais il est vrai qu'à Paris, on ne se rend pas compte. Mais quand tu croises un mec, tu le mates. Tu regardes ses chaussures, tu regardes un truc, tu vois. Il y a toujours ce truc-là. Et c'est très parisien, ça. Ouais. Tu vois mais ça peut être très agressif pour des gens qui ne sont pas habitués. Mais nous, on ne se rend pas compte. C'est une fois que tu es sur place que tu dis, ah ouais, c'est vrai, putain, quand même, on a un certain taux d'agressivité. Effectivement, on regarde partout, etc. C'est pour ça que dès que t'es à New York, ils voient tout de suite que t'es un Français. Ils disent, vous regardez partout. Tu regardes partout, tu regardes les mecs, un mec qui te regarde, tu le regardes, des mecs qui baissent les yeux, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut me goumer, lui, c'est quoi? Tu vois, et bon, bref. Et donc, du coup, ma femme me dit, écoute, moi, je peux pas, j'ai envie de partir. Et j'avais déjà, comme mon pote Chase et Greg étaient déjà tous les deux à New York, je me dis, c'est quoi, moi aussi, il faut que j'aille là-bas. Et donc, j'avais déjà commencé à faire les démarches pour faire mon visa, pour aller aux États-Unis. Mais ma femme m'a mis le coup de pied au cul. Enfin, il n'y a pas d'autre expression. Elle m'a dit, allez, on se bat. On s'est mariés, 3 mois après, on partait vivre à New York. Et donc, du coup, voilà, j'ai recommencé à zéro aux États-Unis. Mais du coup, avec tous les plugs que tu avais déjà sur place, le fait que tu dis, ah ouais... Tout le monde s'était barré. Ouais, on arrive en plein période du téléchargement. Ouais, téléchargement illégal. Donc, l'industrie de la musique perd de l'argent. Tous les gens que je connaisse vont travailler dans le product placement, dans le cinéma, dans la fringue, puis personne dans la musique. Je repars à zéro. Même Jay-Z, Jay-Z, je ne le connaissais pas, c'est pas mon plug, tu vois. Jay-Z, c'était tout big, il était trop haut en plus pour travailler avec moi. Puis il y avait Anthony Mandler qui était un génie, qui faisait déjà tous ces trucs. Ah non, moi, j'ai récumé des moments un peu compliqués, quoi. Tu vois. Et donc, du coup, le seul mec qui m'aide à ce moment-là, parce que je le rencontre en France, c'est Ryan Leslie. Et Ryan, lui, veut bosser avec moi. Il sait, et puis, attention, parce que là, on parle de hip-hop, de passion et tout ça, mais moi, j'ai d'autres influences dans la vie, j'ai d'autres passions, la mode, plein de choses, et surtout la mode, et l'esthétisme de la photographie dans la mode et dans la photo d'art. Et donc, du coup, Ryan, lui, c'est ça, il est à fond là-dedans, il veut développer ça, au point où Jay-Z est Kanye, regarde Ryan Leslie. Comment il est habillé, qu'est-ce qu'il regarde, quels sont, tu vois. Et ils finissent par lui avouer sur Watch the Throne. Lui dire qu'il le regarde depuis le début, tu vois. Incroyable.
Et donc, du coup, Ryan me dit, il faut qu'on bosse ensemble, machin, nana. Quand Ryan est en studio, à la base, Ryan, à ce moment-là, c'est le producteur un peu... Avec ses que vidéos. tout le monde veut bosser avec lui, où il fait tous ces trucs, où il fait les prods, avec des sous dans un verre, Bien sûr, mais des trucs, c'est un génie. Enfin, c'est ce qu'on appelle un génie. Et donc, du coup, tout le monde bosse avec lui. Donc, un soir, Mary J. Blige est en studio. Il m'appelle, il me dit, viens, il y a Mary J. Blige, je te la présente. Rick Ross est en studio, Rick Ross vient, Busta Rhymes, tout le monde. Et en fait, il veut me présenter à tout le monde parce qu'il sait que si ces mecs-là me donnent le budget pour travailler, ça nous fait du budget à nous pour développer son truc à lui parce que malheureusement, on n'aura pas le budget que pourraient avoir tous ces autres personnes. Donc, on est à fond, tu vois. Et je me retrouve avec Fabulous. En fait, il me présente Fabulous et je me retrouve avec Fabulous sur un clip avec Jadakiss, Fabulous et Red Café, je crois. Où en fait, le réal merde un peu. Le truc où ils sont sur le bateau, là? Non, où il y a une course de voiture dans un hangar. Bon, en gros, le réal merde un peu. Et la maison 10 vient vers moi et me dit, est-ce que tu peux nous sauver la vie? Et donc, du coup, en fait, moi, j'épaule le réal, mais en DA de ce qu'il peut faire. Mais c'était déjà trop tard, en vérité. Sauf que là, déjà, je commence à me connecter avec des gens, tu vois. Et tout le monde sait à ce moment-là. Et en fait, le producteur, c'est le DJ qui est sur le Breakfast Club le matin avec Charlemagne. DJ Envy. Envy. Ah, ok, c'est le DJ Envy pour son album. Non. Envy qui contrôle Red Café. Ah, d'accord. Envy, en fait, lui, qui contrôle le label où il y avait Fabulous, Red Café, et puis... Desert Storm, tout ça, là. Avec DJ Clou. Ça, c'est DJ Clou. Mais Envy bossait dessus. Déjà. Et donc, Envy, déjà, me voit, machin, tu vois. Donc, tout doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu vois. Et puis, Ryan enregistre avec Jim Jones un morceau. Et Jim Jones dit, il est trop dingue ce clip, ce morceau, faut qu'on le clip. Et il me dit, cherche pas, j'ai le réal. Et puis en fait, je rencontre Jim Jones avec Damon Dash, à l'époque où Damon Dash avait rebossé avec Diplomate. Et puis en fait, ils se rendent compte qu'on kiffe, tu vois, que c'est mortel. Et puis il me dit, non, mais tu sais quoi, finalement, on fait pas le clip avec Ryan. Je dis, merde, on va faire l'autre clip, Blow the Bank. Il me dit, par contre, j'ai plus de maison de disques, j'ai plus rien, j'ai 19 000 €, 19 000 $. Est-ce que tu peux faire le clip? Et là, je trouve la boîte de prod et je lui dis, est-ce que vous êtes chaud pour faire un clip? C'est pour Jim Jones, mais peut-être que ça me met le pied à l'étrier. Et là, on fait un clip pour que dalle, sauf que là, je rencontre toute mon équipe technique à New York que j'avais pas à ce moment-là. Et les mecs voient bien que moi, je suis un ouf. Hein. Moi, je suis... Le track record peut en attester. Hein. Sauf que sur le clip, je me retrouve avec tout Dipset. Il y a tout le monde sauf Cameron sur le clip. Tout Dipset. Et donc, du coup, je me link avec Dipset. Enfin, tu vois, ça y est, là, je commence à faire mes petits plugs. Et puis, mon pote Kirk, qui était à l'époque chez SRC, est chez Universal Republic et signe Mélanie Fiona. Et donc, le premier single de Mélanie Fiona, ils me disent, écris dessus, je te présente le management, écris sur le morceau. Et au moment où je vais pour écrire, on me rappelle et on me dit, non, laisse tomber, Universal ne veut pas tourner avec un nouveau réal qu'ils ne connaissent pas. C'est Anthony Mandler qui va faire le clip. Sauf qu'Anthony, il charge. C'est de ouf. Attention, Anthony, c'est Rihanna, c'est Jay-Z, et donc pour le deuxième clip, il flippe et il me laisse faire le deuxième clip qui est It Kills Me. Et It Kills Me sort et nominé aux Grammy Awards. Moi, je suis nominé comme Best Director of the Year BET Awards. C'est important. Salut. C'est important. Ah ouais. Et j'ai plus de... copains, Vos, faut y aller là. Parole véritable, faut leur donner des sous. Et donc du coup, c'est en 2010. C'est-à-dire que moi, je suis aux États-Unis depuis 2007. J'ai pas fait grand-chose pour être très franc avec vous, à part ce clip de Jim Jones et des clips pour Ryan, backuper Ryan sur d'autres clips qu'il a fait lui, parce qu'il réalise aussi. Et puis faire de la réal pour d'autres mecs, ou faire de la DA image pour d'autres mecs, mais pas crédité, tu vois. Et là, It Kills Me sort. Et It Kills Me sort, et donc du coup, là, c'est plus le même game. C'est que là, j'ai toutes les prods de Los Angeles qui veulent me signer. Tu m'étonnes. Toutes. C'est-à-dire que les producteurs de mecs qui ont cartonné par la suite font le voyage de LA à New York pour me rencontrer en s'adressant à mon assistant réalisateur, qui lui roule avec tous les réals. Et moi, dans ma tête, je me dis, ouais, mais je peux pas faire ça
alors que je viens d'être avec un producteur ici à New York qui a mis ses couilles sur la table parce qu'en fait, le clip, on n'avait tellement pas d'argent que lui a réinvesti de l'argent. Et si moi, je signe avec d'autres mecs et que je me barre... Tu le laisses en chien, bah oui. Je le laisse en chien. Ouais, c'est pas correct. En fait, j'aurais dû être plus opportuniste que ça parce qu'en vérité, j'aurais eu une carrière complètement différente. C'est vrai. Hein. Mais par loyauté, je suis resté avec ce gars-là. Mais quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidé, puisque c'est quand même lui qui m'a fait faire mes premiers films de luxe. C'est-à-dire que sans lui, je ne le faisais pas. C'est-à-dire ce pourquoi j'étais vraiment parti aux États-Unis, c'est-à-dire de faire de la pub, j'aurais pas pu le faire sans lui. Donc si je l'avais laissé à ce moment-là, bah, c'était à double tranchant. Comme quoi, la loyauté, ça paye. Ou pas, parce que j'aurais pu devenir la star du clip à ce moment-là. J'aurais pu baiser le game. Je te dis la vérité. C'est-à-dire que les mecs qui venaient pour me signer me proposaient des trucs. J'ai écrit pour Kelly Rowland, pour Lil Wayne, j'ai écrit pour Drake, j'ai écrit pour tous ces gars-là. Mais parce que j'étais pas représenté par la bonne boîte de prod, je pouvais pas faire ces clips-là. Et le pire, je vais même vous dire la vérité, c'est qu'il y a un clip de Kelly Rowland et de Lil Wayne qui est sorti, c'est mon clip de A à Z. Je peux le prouver, j'ai le synopsis, les images, les références, tout mon clip. Et juste parce que j'étais pas avec la boîte de prod à la mode à ce moment-là, quoi. Et, c'est aussi compliqué que ça. Bah, c'est de la politique. C'est politique. Tu vois, à bout d'un moment, ça devient politique. C'est obligé, tu vois. Puis il y a des dessous de table, où tu me donnes le clip, ok, c'est quel budget, bon, bah, je te fais une petite enveloppe. Ça, c'est très américain, ça. Tu vois. C'est les non-dits. Ouais, tu vois. Mais nous, on était trop rookies dans ce game à ce moment-là. Tu vois. Et puis tous mes potes de New York, toute mon équipe, c'est des soldats du Bronx et tout, qui étaient tous des surcailles de dingue, mais qui ont tous décidé d'arrêter ces conneries pour travailler dans l'industrie de la vidéo, de tous ces trucs-là et tout. Et tous nous disaient, les mecs, faites gaffe parce que non, c'est ça. Et quand je leur dis, quand mon pote Diamond Dave, rest in peace, lui c'est mon frère, c'était mon assistant réel, mais c'était mon meilleur ami à New York, il est décédé aussi, et lui il me disait, je comprends pas. Il me dit, t'es meilleur que tous ces réalisateurs-là. T'es meilleur que tous. Ce que t'écris, il n'y a personne qui écrit ça. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Et en fait, c'est l'appui de la boîte de prod, du rep, des enveloppes. C'est tout politique. Après, bon, je regrette rien, c'est parce qu'à côté de ça, j'ai fait ce que je voulais faire, qui était des films de beauté. Je voulais vraiment faire des pubs pour le parfum, je voulais faire tous ces trucs-là, et je les ai faites. Donc, c'était génial. Mais il est vrai que 2010, à ce moment-là, ça marque vraiment une transition énorme, parce qu'à partir du moment où tu es nominé, tu sais, quand je suis nominé aux BET Awards, les autres réalisateurs à côté de moi, c'est Hype Williams et Anthony Mandler. C'est ça. C'est Hype Williams pour un clip de Kanye West, Anthony Mandler pour le clip de Jay-Z, Rihanna et Kanye. Run This Town. Et mon clip de Melanie Fiona, It Kills Me. Tu vois. Je savais que j'aurais pas ce truc. Mais t'es nominé quand même. Mais nominé face à ça, c'est super fat. J'ai jamais eu de truc. Et par contre, nominé Grammy Awards après. Grammy Awards, c'est encore plus fat que toutes les. C'est incroyable. Que toutes les. Non, ça c'est important. Ah ouais, non, là c'est incroyable. J'en tire une pour moi. Mais ça, c'est chaud. Hein. Et donc, du coup, c'est ça qui faisait. Et les mecs, ça les rendait fous, les producteurs qui venaient. Tu vois, qui me disaient. Enfin, le producteur, en l'occurrence, le plus, c'est Rifting. Donc, en fait, Rifting, c'est le mec qui faisait après tous les clips de DJ Khaled, la boîte de prod. Tous les clips de DJ Khaled, tous les clips de Lil Wayne. En gros, il m'a dit, c'est pour toi tout ça. Parce que je les aurais, ces clips. Et en fait, le mec qui est devenu super fat en réal à ce moment-là, on était les trois dans le même wagon. C'était un réalisateur qui s'appelle Taj. Ouais. Et l'autre, c'est... Riff Rivera. Non. Riff, il était encore assistant à ce moment-là. C'est, comment il s'appelle, qui a fait les clips de Kendrick, où Kendrick, il est en suspension. Tout ça. Ah, comment il s'appelle C'est pas Colin Tilley. Non. Colin Tilley, ouais. Colin Tilley, à ce moment-là, est monteur. Donc, il me dit, ton monteur, c'est Colin Tilley, et toi, tu feras la réal des trucs. Et au final, personne veut finir par rouler avec Rifting au début, et c'est Colin qui devient réalisateur. Et regarde la carrière de Colin, quoi. Tu vois. Mais c'est un réalisateur de clips. Moi, je voulais plus être réalisateur de clips, même en France. Tu sais, on me demandait beaucoup en France, et moi, je refusais des clips. Je voulais pas bosser, parce que je voulais pas devenir ce que j'aimais pas des réals, c'est-à-dire des mecs qui font du clip au supermarché à l'appel, parce que c'est t'enchaînes, et au final, tu regardes le clip, tu fais, c'est pas ouf. Moi, je voulais qu'à chaque fois qu'un clip sorte de moi, qu'on dise, ah ouais, c'est Armen qui a fait ce clip-là.
Alors après, je l'ai pas toujours fait. Tu vois, j'ai des clips où j'ai raté le coche, tu vois. Il y en a un notamment pour Matthew Stone que j'ai fait avec Dave Bond, qui est passé à la trappe parce que j'avais pas le bagage nécessaire, parce qu'aussi c'est comme du sport, plus t'en fais, plus t'es armé, plus tu voilà, connais les petits rouages. Mais il faut reconnaître, tu vois, quand des fois tu fails, quoi, tu vois ce que je veux dire, enfin tu merdes. Ouais, mais voilà, mais à côté de ça, derrière je reviens et puis derrière j'enchaîne, c'est Westside, quoi, tu vois. Et là Westside, je mets tout le monde d'accord. Quel clip tu vas te souvenir d'aujourd'hui? Dis-moi un clip donc, qui t'a marqué récemment. Français. Moi, ça fait longtemps que c'est terminé. Mais est-ce que c'est parce qu'on a vieilli et qu'on est habitué à un certain type d'image, ou parce que tu trouves que l'image c'est un petit peu assainie et qu'il n'y a plus rien qui nous marque? Un petit peu des deux. C'est qu'il n'y a plus des idées innovantes. Il y a des bons clips quand même. Il y a des bons clips. J'y pense pas tout de suite, révolutionnaires, des trucs. Révolutionnaires, je pense. Le clip de Dinos et Hamza, j'aime beaucoup. C'est hyper simple, mais je trouve ça très beau. Mais des fois, voilà, si tu peux pas faire un truc compliqué, il faut au moins un truc esthétique. Il y avait un autre clip d'Hamza qu'il avait fait juste avant, en noir et blanc, avec Z de 13 blocs. Le clip incroyable. Moi, je sais voir et reconnaître les trucs, tu vois. Mais il est vrai que dans la masse, il n'y a rien que tu retiens. Tu vois. Même pour Booba, enfin, bon, c'est pas à moi de le dire, mais souvent, les gens vont toujours quand même ramener Pitbull. Dans le lot de tout ce qu'il aura fait par la suite, tu vois. Mais t'es sûr qu'au moins, il y aura Boulby Pitbull. Mais les gens, ils comprennent pas que c'est pas uniquement à cause des clips, c'est pour ce que ces morceaux... C'est ça. C'est pour ça que je dis... C'est un tout. Il faut que moi, je sois humble aussi, que savoir reconnaître où est ta place. C'est que sans le contenu, il n'y a pas l'image. Et inversement, tu vois. En fait, c'est un binôme. C'est un tout qui doit former le truc. Absolument. C'est pour ça qu'il faut une bonne collaboration des équipes, de l'artiste, qui mettent du sien et tout. Mais, effectivement, il y a des clips qui sont mieux faits techniquement, où c'est en 8K, parce que maintenant on est en 8K. En 8K, avec des moyens. Il n'y a pas une télé qui le joue. Merci. Tu vois, 8K, il faudrait que tu sois au cinéma. C'est Armen qui le dit. Hein. Vous avez, voilà, ok. Mais même 4K. Je te jure. Même 4K, c'est dégueulasse. Moi, j'ai une télé, ma 4K. Je vais sur les tutorials pour essayer d'enlever au maximum de définition, de déroulement d'image. C'est dégueulasse, la 4K. On a l'impression de regarder un truc au caméscope. Ouais, c'est trop. Donc quand c'est super fluide, tout ça. Enfin bref. Mais il y a si tu veux, les clips, ils ont évolué techniquement. Mais l'âme du clip... Tu vois, moi, je prends un 5 o'clock de Nonchalante. Le clip, 5 o'clock, il y a une histoire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une histoire, tu vois le truc. Ça, c'est deux procédés. Tu as des clips qui sont narratifs et des clips qui sont des clips de performance. Le problème, il n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, on a bouffé tellement de clips. C'est-à-dire que nous, on grandit avec MTV, avec BET, et on bouffe du clip comme si c'était comme si c'était c'est comme ça qu'on voit comment faut s'habiller, c'est comme ça, tu vois, je veux dire, ça met en réalité les albums qu'on achète et qu'on écoute. Mais aujourd'hui, comme c'est le seul truc qui sort de l'image, il n'y a plus de magazine. Donc une photo, tu es obligé de la regarder sur Instagram, elle n'a pas le même impact que quand tu lisais un article et une interview d'un rappeur. Quand tu avais que MTV et tout ça, même le début des chaînes françaises comme Trace ou MCM, on regardait des clips parce qu'on se nourrissait de comment le mec est habillé, de l'image, de ce que ça racontait. Aujourd'hui, il n'y a plus que YouTube. Donc le seul truc que tu as en vérité, c'est le format du clip. Donc on bouffe du clip trop au point où on ne prête plus attention à ce qu'est vraiment le clip vidéo. La durée de vie du clip, en fait, elle est... Le vendredi, c'est un album, gars. Un mec qui sort un album, 3 semaines après, tu veux qu'il en sorte un autre. Donc comment tu veux? Moi, j'ai grandi en lisant les crédits de qui mixait. Mais pourquoi? Qui mixait les mecs. Pourquoi nous, on a les CD? Les CD, les vinyles, on fait on sent l'odeur du livre. Bah ouais. Le livret. T'imagines, moi, quand je faisais une pochette d'album, je pensais au livret, pas à la pochette. Tu vois, je parlais avec Coria il y a quelques semaines, et il me disait, tu te rends compte, aujourd'hui, il faut que quand je présente la pochette, pourquoi aujourd'hui on se focalise sur les portraits? C'est parce que la pochette, sur toutes les plateformes digitales, elle va être grande comme un timbre-poste. Donc si la pochette, elle a de l'impact en timbre-poste, quand après c'est dérivé sur vinyle, quand ils en font, ou CD, ou tout ça, bon, bah, on sait qu'après ça marche. Jamais de la vie, j'aurais pensé à un truc pareil, moi. C'est incroyable. Tu vois? Non, c'est dingue. Et donc c'est comme ça que j'ai réfléchi pour la pochette de Benjamin Epps, en vérité. C'est allé venir. Il faut qu'on conclue vous êtes habillés en belle parce vue. que là, Big up Mocap Nation. Mocap Nation, Mocap Nation.
Je voudrais bien mon vinyle, s'il vous plaît. Et un petit t-shirt, ça serait commerçant. Et Psyto. Yes. Non, mais justement, on va essayer de conclure là-dessus parce que là, on est presque mais... à 3 heures et c'est un plaisir. Hein. Mais, non, mais bon. je sais, je vous l'avais dit, ça va. Non, mais tu nous l'avais prévenu. En plus, tu nous l'avais prévenu, c'est vrai, effectivement. Comment ça se fait? Attends. Spécial shout-out aussi à Eric. Mais oui. Konako. Très important. Eric. Très important. Tu te sais et on se sait. Sind aussi. Très important. Très important. Frangin, lui, on est parti souvent à New York ensemble. Ouais, Très important. Du coup, comment ça se fait? Parce que Benjamin Epps, figure montante du rap, qui sort des projets, ça marche bien, très respecté, Qui est très apprécié, régulier, etc. vraiment rap de qualité. On sait qu'il y a un projet qui arrive. Boum, on voit photo. Amen. Or, Et puis 3 pochettes différentes. c'est ça. Triplé, nanana, tout le concept et tout. Moi, je t'avoue, quand j'ai vu Amen, or, J'ai dit, ah, donc. parce lui, qu'ils auraient c'est pu aller en chercher d'autres, des plus près, etc. etc. Ils auraient surtout pu chercher les mecs du moment. Plus jeune, parce que voilà, c'est un jeune Pas plus artiste, jeune, mais etc. les mecs qui- ouais. Mais bien sûr. Mais non, mais tu dis que le mec, il a autour de 25 ans, tu dis peut-être qu'il connaît plus Fifou, Correa, machin, les mecs qui sont là, qui sont très actifs. Et non, ils sont partis chercher Armen. Parce que le track record. En fait, c'est un mélange. Ils sont pas partis chercher. C'est Armen qui est parti les chercher. D'accord. Ce qui se passe, c'est que je suis à New York. Et donc, je suis avec Action Bronson, qui est mon pote, et Daringer, qui fait tous les sons pour Griselda. Et on écoutait... Normal, hein. Incroyable. Tout va bien, tout va bien. Incroyable. on écoutait du rap français, je leur faisais écouter du rap français. Et puis, je sais plus comment je tombe sur une émission de DJ Sims, si je dis pas de bêtises. Et il joue... c'est quoi? C'est On s'en DJ bat les Sims, couilles. c'est Move. Non, il est sur Nova. Nova, pardon, excuse-moi. Et il joue On s'en bat les couilles, je crois. Ok. Et là, j'écoute, je fais oh, non, trop dingue. Et là, S'en je bat dis les couilles, ouais. écoutez, ça, c'est abusé. Et en fait, le premier truc que je fais, c'est parce que c'est le premier truc qui m'est sorti. Et au début, mon premier réflexe, c'est de dire oh, c'est abusé. On dirait du Griselda, on dirait West Side Gun, tout ça et tout. Mais en même temps, je me mange l'impact du morceau. Donc, je suis partagé, tu vois. Et puis, je réécoute. Et je réécoute parce que je remets le truc en boucle. Et là, je retourne au studio parce qu'en fait, c'était en bas de chez moi à Brooklyn. Et je fais non, mais là, les gars, vous vous rendez pas compte, le Non, mec, c'est chaud. qu'est-ce qu'il écrit, quoi. C'est trop dingue. Il est trop fort. Trop fort. Et en vérité, je réécoute le flow, puis je me dis, mais non, c'est pas ça du tout. C'est que le BPM est tellement lent que dans la manière de poser, comme il a une voix claire, il est obligé de poser comme ça. Oui. Et je me dis, mais c'est qui The Kids et tout, là, putain. Et je fais mes recherches et donc je trouve Benjamin. Et là, je regarde tous les clips noir et blanc qu'il avait fait, tout machin et tout. Et donc, je le trouve sur Instagram et je lui envoie un message. Et je lui dis, gars, vraiment comment je l'ai approché, c'est que j'étais en préparation de mon livre. Je suis en préparation de mon livre depuis 5 ans, 6 ans. Et je lui dis, je peux pas terminer mon livre sans toi. Parce que tu es la boucle de la raison pour laquelle j'ai commencé à acheter du rap français, de l'amour que j'ai eu pour les MC. Tu es le seul. Ils étaient 2 en vérité. Il y a Dino, c'est lui. Non, 3. Alpha One. Mais Ça, mais- c'est beau, ça. Faut mais- donner les fleurs, c'est bien. beau. mais je dis, je peux pas terminer mon livre si je vous ai pas dedans. Donc, dès que je suis à Paris, est-ce que tu es sur Paris? T'es d'où? Je savais même pas qui il était. Et là, il me dit, mais non, c'est trop dingue, machin, Armen. Puis lui, il commence à capter. Et moi, ce que je savais pas, c'est que Sind était derrière à ce moment-là. Donc, Sind lui refait le truc. Mais comme Benjamin, il a grandi avec le rap français. Donc, lui, les gens avec qui il a grandi, c'est la Clica. Ses frères, c'est des fans de la Clica, des fans de Time Bomb, des fans de trucs et tout, plus le rap américain. Et moi, la majorité des gens, je les ai shootés, tu vois. Jay-Z, frère. Non, mais là, Mais- il est bien tombé, là. Il est bien tombé. Même 50, tu vois. Oui. J'ai fait beaucoup de photos avec Oh, 50. des couves de magazine, des Vibe magazine. Vibe Magazine, XXL, avec Rick Ross, tous ces trucs-là, tu vois. On a fait beaucoup de choses quand même. Et donc, du coup, lui, il est là, il me fait ah ouais, mais t'es sûr c'est à moi que tu parles, quoi, presque. Tu vois. et je lui dis mais oui, gars, t'as vu ta musique, c'est incroyable. J'ai pas écouté ça depuis. Ça m'a regorifié, quoi. Je sais plus comment on dit. Tu vois, je me suis dit merci, quoi. Tu vois, merci de nous refaire du rap comme ça. Et aujourd'hui, parce que moi, j'écoute que du rap américain de ce style-là. Ouais. Tu vois, Joey Badass, c'est mon pote. Hein. Moi, c'est incroyable. J'ai shooté plein. C'est moi qui ai fait. C'est incroyable, Joey Badass. Grâce à ma femme, d'ailleurs, qui avait un magazine de mode à New York, qui bossait pour un magazine. On a fait la première couverture de mode pour Joey. On lui a donné une couverture qui se voyait partout dans tout Manhattan, tu vois.
Donc Joe, c'est devenu un pote. En plus, il a fini par habiter dans mon quartier. Et le rap que j'écoute, moi, c'est du rap new-yorkais comme ça. C'est Grimy. Griselda, c'est tu vois, c'est tous les Flea Lords, c'est tous les Stinac, tous les mecs de Spanish Run qui produisent les Aldo, tous ces gars-là et tout. Moi, j'écoute que ça. Donc quand j'écoutais un mec comme ça, je me dis mais non, mais on fait encore du rap comme ça en France. Mais ouais, merci. C'est ce qu'a fait. Donc du coup, on se parle et je lui dis bon, faudra qu'on parle un jour de ce photoshoot. Et lui, je sais pas comment. C'est un homme très cultivé, très, très curieux, Benjamin. Il me dit, viens, on se fait un Skype un jour, enfin un FaceTime, et on se parle. Et on parle de ce qu'on peut faire, parce que là, j'ai un projet qui arrive, et peut-être que d'abord, avant de shoot, peut-être c'est pour ce projet-là qu'il faut qu'on shoot. Et donc, on se met à parler 1 an avant Vous n'êtes pas content Triplé. D'accord. Et on parle de concept et tout. Et lui, ce que j'adore en Benjamin, c'est qu'il n'est pas avare de conseils et que comme il me voyait comme un ancien, tu vois, c'est Big Armen, il m'appelle, tu vois, il me demandait beaucoup de conseils sur sa musique, sur ce qu'il devait faire, sur comment il devait développer son image, mais aussi parce que lui, il recevait plein de critiques à ce moment-là aussi pour tout le monde. Ah oui, bah, c'est le West Side Gun français. Ouais, tu vois. bon, Et moi, je lui disais, mais non, man, tu vois. Au début, parce que la voix. Je lui dis, réécoute Raphaël de la Clica, tu verras que tu as une voix aussi claire et limpide que la sienne. Il y a plein de gens qui. Danny Dan, dans sa manière de rapper, il y a plein de choses. Mais c'est des choses que lui, il ne se rend pas compte, mais c'est en lui, parce qu'il a grandi avec ça, tu vois. Il s'est nourri de ça, bien sûr. Et je lui disais, tu t'es nourri de ce truc-là, et au final, c'est une traduction propre à ce que tu es aujourd'hui, mais tu l'as modernisé. Tu parles avec un langage moderne, un flow moderne, sur une musique qui parle à ma génération. Et je lui dis, mais ça, il y en a personne qui fait ça, tu vois. Et donc, du coup, on a commencé à parler, jusqu'au jour où il me dit, OK, bah, le projet, il s'appelle tel truc, il m'envoie BMW Boys, et on se met à parler. À la base, il voulait mettre une BMW sur une vintage de 95 sur la pochette. Donc moi, je lui sors la pochette d'EPMD Unfinished Business. Je lui dis, ouais, ce serait marrant de faire un truc comme ça et tout. Et puis, plus de news, mais on se parle beaucoup, on communique. Et un jour, il m'appelle, c'est Sin qui m'appelle, qui me dit, et Eric, qui me disent, Armen, on doit shooter la pochette dans 3 jours à Paris. En fait, on a décidé de sortir le projet tel truc, et tel jour, tel machin, nanana. Bon, on n'a pas de sous, machin et tout. J'ai dit, je prends un avion, j'arrive. C'est comment, on fait comment et en fait, on a fait la pochette sans vraiment réfléchir. Et eux, je crois que m'avaient dit, ouais, peut-être qu'on partirait sur un portrait ou un truc simple. On peut avoir un studio photo, tel jour, qu'est-ce que tu penses de ce studio et tout. J'ai dit, on s'en fout, on y va, on le fait. Donc, c'était pas les studios dans lesquels j'ai l'habitude de bosser, pas l'éclairage avec lequel j'ai l'habitude de bosser, rien du tout. C'est-à-dire, tout s'est fait, entre guillemets, à l'arrache. Sauf que moi, dans ma tête, j'avais ce truc de lame de rasoir où je me suis dit, ce mec-là, il découpe des rappeurs. C'est un découpeur, tu vois. Mais c'est c'est un détail, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis il y avait ce truc de, tu vois, lui il est quand même arrogant aussi dans sa manière de rapper, tous ces trucs là et tout. Donc je me suis dit, ouais, un gars avec une lame de rasoir dans la bouche, tu sais, les prisonniers, ils font rouler les lames dans le truc et tout, tu vois. Et je me suis dit, ouais, putain, ça serait marrant de le mettre avec une lame de rasoir. Et les gens vont se dire, pourquoi une lame de rasoir? Parce qu'il cisaille les mots, tout ça. Il est là pour découper tout le monde, tu vois. Et t'es pas content, it slice. Et donc, du coup, j'ai ça en tête. Donc, quand j'arrive, je lui vends plus ou moins le truc. Et en fait, j'avais 2 photos pour ça. J'avais un portrait de Miles Davis. 3 photos. Un portrait de Miles Davis qui était fait d'une certaine manière en noir et blanc, qui était très proche, que moi, j'avais à l'époque en t-shirt. Gros portrait, plein pot. Et il y avait une photo... Excusez-moi, j'ai un popcorn qui plonge dans la parole véritable, il donne des popcorn qui font mal à la gorge. Un popcorn, un portrait de Michael K. Williams, pareil. Je lui envoie ces portraits-là et je lui dis, qu'est-ce que tu penses si on faisait un portrait aussi fat que ça, beau comme ça, noir et blanc, piqué, machin et tout. Il me dit, vas-y banco, on part pour ça et tout. Et entre-temps, je fais quand même mes recherches en bon DA que je suis, tu vois. Et puis je vois une bouche de femme avec une lame de rasoir, je fais allez, vas-y, on y va, on fait partir ce truc-là. Et en shootant, on me dit, il veut un regard simple. Après, il me dit, ouais, mais tu sais, Benjamin, c'est un mec, un bon vivant, il sourit, il est gentil, il est aimable. On voudrait bien le voir sourire.
Et puis tout, en fait, c'était à chaque fois, il fallait faire un portrait différent. Mm. Et donc je lui dis, mais les gars, ok, et dès qu'on shootait un portrait, tout le monde était content. Ah ouais, ce portrait-là, ça tue. Ah ouais, la lame de rasoir, dingue. Ah ouais, quand il regarde droit, ça tue. Ah ouais, quand il crie, c'est bien. Ah ouais, quand il rit, c'est marrant et tout. Je dis, mais vous savez quoi? Regarde, on a combien de plateformes digitales? On a Apple, on a Spotify, on a Deezer. Venez, on donne une pochette à chacune différente, à chacune de ces plateformes. Et c'est comme ça qu'est né le concept de faire une pochette différente pour chaque plateforme digitale, plus que pour l'album. Sachant qu'il y en a 3. Non, pas 4, content. plus que ça même. Ah bon? Oui. Il y en a plus. Et c'est eux qui m'ont dit après toutes les plateformes digitales qu'il y avait, quoi, tu vois. Ah ouais. Et Mais donc c'est du vrai. coup, il y en avait 3 principales, Mhm. Apple, Deezer et Spotify. Et donc, l'idée, c'était ça à la base. Tu vois. C'était de donner une pochette, le même album, mais sur une pochette différente. Et basé sur un portrait. C'est un truc de fou. Incroyable. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Parce que l'idée, le cheminement, le fait que ce soit toi qui ailles vers lui, que tu discutes avec lui et tout, ça montre déjà. Non, et qu'on t'appelle, tu dis, Non, mais je signe où? On y va. Non, mais moi, j'écoute toujours du rap. Si ça me parle, j'aurais envie de bosser. Tu vois, Dino, ça me parle. Alpha One, ça me parle. Dans un style beaucoup plus moderne, 13 blocs, ça me parlait. Tu vois, Ouais. j'aurais adoré bosser avec 13 blocs aussi. Tu vois, je trouve que c'est le rap d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça doit être fait. Tu vois. Après, il y a des trucs qui me plaisent, des trucs qui me plaisent pas. C'est forcé. Ouais. Puis moi, je suis trop vieux pour que tout me plaise aussi. Tu vois. Mais bon, quand t'as Benjamin Epps, c'est un peu de servir du caviar dans une assiette. quoi. exactement, Tu vois. exactement. Non, mais c'est surtout que le fait que ce soit toi, Big Armen, Ouais. qui prenne ton truc, tu dis j'apprécie ce que tu fais, machin, et que vous ayez un vrai échange des conseils, tu vois, il y a le Big Homie qui peut me donner des conseils, un mec qui a une carrière longue comme Debras, qui a bossé avec les plus grands, Oui, mais qu'on n'avait pas besoin. Il avait déjà son équipe autour Bien de sûr, lui bien pour lui sûr. donner ses conseils. Tu vois. mais quand même, Mm. il y en a plein qui ne le font pas, tu sais ce que je veux dire. Tu vois, ce truc de respect, on oublie souvent que ça va dans les deux sens. Ouais. Et toi, tu t'es dit, tout Big Armen que je suis, je peux aller voir un artiste, lui parler, j'aime bien ce que tu fais, etc. Même si c'était pas pochette, pas pochette. Là, tu as kiffé ce qu'il a fait. Et La t'es allé vers pochette, lui, c'est un tranquille. pur hasard à la base. Tu vois ce que je veux dire. C'est que nous, à la base, on devait faire une séance photo pour mon éventuel livre. Mm. Mais ça s'est avéré que ça finisse sur une pochette, tu vois. Mais voilà. Non, mais c'est incroyable parce que, tu vois, ça là, cette humilité, ce truc de je vais vers les gens, c'est ce qui manque dans le rap beaucoup. Qu'est-ce qui manque dans la vie, mon frère? Parce que Voilà. tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais de business, parce qu'aujourd'hui, c'est un business. Les photographes, aujourd'hui, se battent pour faire une pochette de disque. Moi, j'en ai rien à faire. Enfin, j'ai pas besoin de faire toutes les pochettes du disque du rap français. Par contre, je sais que si je la fais, les gens vont s'en souvenir. Tu vois. Ça, c'est mon rôle. Par contre, tu vois, quand je travaille avec quelqu'un, je travaille avec quelqu'un. Tu me payes, je suis là. Mais je vais pas être dans un truc dans cette quête de me battre parce que j'ai pas fait l'album d'un tel. J'en ai rien à je vois ce foutre. que Et tu même veux à dire. l'époque, j'en avais rien à foutre. Tu vois. Ouais, ça, c'est C'est- toujours des c'est, opportunités, ça se faisait naturellement en fait. Ça doit être un échange. La réussite d'une belle image, c'est un échange entre les artistes, le photographe et l'artiste. S'il n'y a pas cet échange-là et que ça devient juste du business, bien sûr que j'ai pris des gens en photo dont j'aimais pas la musique, parce que bien sûr, il faut que je mange, tu vois. Mais malgré tout, j'essaye quand même de connaître l'univers du gars, j'essaye quand même de creuser, de voir ce qu'il y a derrière ce mec-là pour essayer au moins que son univers reflète un peu minimum, bien sûr. dans ce qu'on voit, tu vois. Benjamin, Triplé, c'est sa 3e pochette. Tu vois ce que je veux dire? Il en a fait 2 avant, dont une avec Fifou aussi, pour le projet avec... Chroniqueur Fantôme seul. Fantôme avec chauffeur. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai pas la pression sur ces pochettes-là, tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je veux, c'est de faire quelque chose de joli dont on va se souvenir, tu vois. Et en vérité, un portrait tout simple, des fois, c'est ce qui est super beau et c'est ce qui Des suffit. fois, c'est pas. Ce qu'il faut, c'est l'expression, le regard. Tu vois ce que je veux dire? C'est une lumière que j'ai bossée pour qu'elle soit le plus concentrée possible sur son visage et pas sur le reste. Et puis voilà, tu vois. Et puis le truc de la lame de rasoir, moi, Détroit, c'est ma pochette préférée parce que c'est mon concept. Mais je sais que Benjamin, il voulait le regard droit et que d'autres voulaient qu'il sourie. Tu vois. Mais la lame, je te dis, quand on l'a vu, on l'a compris, on a dit ah, ok. Le fait que ce soit ton idée, ben voilà, c'est, tu vois, des petites idées comme ça, là, que tout au long de ta carrière, tu as eu la petite idée, le petit truc, le petit détail qui fait Sur la l'instant en différence. plus. Fallait le faire vite, tu vois. Je suis allé le matin, j'étais la lame de rasoir, tu vois. Mais c'est une vraie. C'est pas un montage, c'est pas un. Ah non, c'est une vraie. C'est pas du CGI. Non, c'est vrai, c'est une vraie. C'est pas des SFX. Écoute, Armen, je sais même pas comment te remercier, je sais même pas quoi dire. C'est moi qui Franchement, vous remercie, les gars. 3 heures d'émission quasiment. Un pur plaisir. Mais Là, le vraiment. knowledge qu'on a pris, là, franchement, oui. l'échange, c'est incroyable. Franchement, on t'applaudit déjà pour le Non, parcours. vraiment. Parce que vraiment, le parcours, il est prodigieux. Moi, je vous applaudis, vous, les gars. Merci. Aussi. Bah, Moi, je nous, vous de toute applaudis, vous, parce que
Bon, vous me remerciez tous, c'est cool, hein, parce que c'est la substance de votre émission, mais Arnaud le sait, on était déjà parlé, j'avais pas l'occasion de te le dire, mais pour moi, c'est très important ce que vous faites, de garder une culture vivante et de montrer votre passion. Parce que, bon, on l'a bien compris, moi je suis passionné, tu vois, mais c'est souvent, même dans les morceaux, les albums que vous choisissez à chroniquer ou dans le parcours de vie des gens que vous interviewez, on a besoin de ça. Donc ça intéresse tout le monde, ça peut ne pas intéresser les gens, mais je trouve que de par votre jeunesse, on est d'une génération différente. Elle n'est pas non plus tellement d'écart, je suis pas un vieillard, mais c'est important de voir qu'il y a toujours des gens à qui ça tient à cœur qu'il y ait une certaine tradition musicale et culture musicale culture au sens mouvement du hip-hop, tu vois, qui se perpétue et que les gens comprennent qu'il ne pourrait pas y avoir un A sans un B ou tu ne peux pas arriver à Z si tu n'es pas parti de A. Et pourquoi je vous remercie ? Parce que vous n'êtes pas obligé de vous interviewer quelqu'un comme moi, mais je trouve que c'est cool que dans ce genre d'émission, on donne la place à ce que tout le monde puisse s'exprimer avec des visions très différentes, avec un parcours très différent, et puis voilà. Donc merci aussi à vous. Merci beaucoup, vraiment merci. Franchement, encore une fois. Et un petit shootage de dernière minute. Bon, on conclut rapidement, parce qu'il n'y a plus de beaucoup d'espace. Donc vas-y. Pellicule, j'ai tout niqué. Je l'ai eu. Bon, allez. Vous savez où nous retrouver, le Bougarno, je t'en prie, si tu veux. Frère, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Spotify, Napster, tout. Et aussi sur YouTube pour les contenus longs et courts, Parole Véritable, #Parole Véritable, #Monde de l'Escalator. Peace. Voilà. Parole véritable. Yes. Parole véritable. Real talk. Non, Vous en voulez c'était un bon. Pour l'objectif. Oh, il y en a deux qui sont partis en même temps.